bonsoir, bon après-midi et bienvenue à un nouvel épisode du Canal sur le show en ce lundi 17 janvier 2022 et enregistrement à 8h16 p.m. Si vous écoutez en direct, c'est seulement sur patreon.com/football club. Vous le voyez en bas, la barre qui défile, patreon.com/football club. Devenez membre pour nous supporter, pour avoir du contenu exclusif, du contenu en primeur et aussi nous aider à se développer dans tout ce qu'on fait et un peu rémunérer notre temps, ça nous aide beaucoup. Soirée un peu plus calme ce soir en termes d'actualité. Il n'y a pas de match encore de CF Montréal, mais l'émission continue. J'accueille comme d'habitude Sid, Nilton, Julien. Bonsoir, messieurs. Salut. Hello, 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 hello. Puis Reg est absent ce soir, mais on te salue, Reg. Come back, fresher, puis on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être avec nous. Encore une fois, c'est un menu pas trop chargé, mais il devrait être assez intéressant. N'oublie pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Cannes Football Club, et aussi notre site web qui commence à avoir beaucoup de contenu public, ça a un peu de contenu un peu Patreon only, donc cannesfootballclub.com pour nous aider. Donc, je m'ennuie. Grosse Je semaine, hein? m'ennuie, tu t'ennuies, il s'ennuie, nous nous ennuyons, vous vous ennuyez, il s'ennuie, on s'ennuie. Là, je Il y a eu un m'emmerde. draft. Il y a eu un draft, who cares? Genre, il y a la vidéo il y a Sid qui a mis la conférence de presse de Olivier Renard sur le YouTube du Cannes Football Club. Ah oui, Cannes Football Club, likez la vidéo, abonnez-vous, etc. Ils ont pris un joueur. Deux. Ok, il y a Deux. deux. Bon, ils ont pris lui. Là. Wow. Lui, là, attends, il y a lui, là. Oui. Voilà, Jogea Cuisera. C'est être mon Avez-vous nouveau vu le malaise du MLS Network quand ils l'ont pris? Oui. Non, j'ai pas suivi. Raconte. Ça ressemblait à parler, non? Non, quand ils ont choisi le joueur dont le nom m'échappe, là. Georgia. Georgia. Il y a eu cette réaction. Oui, c'est ça, ouais. Rien. Puis c'était extrêmement frustrant. Il y a eu ça. Parce qu'après 2 heures d'écoute à ce moment-ci, je pense. C'est tout. On a juste. De même pas savoir. On entendait les feuilles, là. On ne même pas savoir de quelle université arrive. Aucune image disponible. C'était un malaise total. Ouais. Finalement, c'était beaucoup trop long comme exercice. Parce qu'ils ne s'y attendaient pas, ils n'étaient pas prêts. Ça a été un joueur, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un joueur qui était pas. Oui, il était connu, mais il n'était pas censé sortir en première ronde. Donc, ça a été une surprise. C'est pas pour rien qu'ils ont eu quand même un bon. Pour quelques rangs seulement, ils ont eu un 100 000 d'allocation. C'est beaucoup, là, tu sais. C'est vrai, on s'ennuie moins. Ok, on s'ennuie moins. Et ça, donc. Un petit cash avec les Red Bulls, c'est ça? Ils ont échangé des places avec les Red Bulls pour $100 000 d'allocation. Ouais. Donc, le joueur des Red Bulls, je vais le suivre beaucoup les prochaines saisons. C'est peut-être lui qu'on va payer 1 million pour aller le chercher. Le Georgie Manovic 2020. Il le voulait vraiment, les Red Bulls, parce que justement, ils avaient échangé après avec Philadelphie pour encore remonter quelques places supplémentaires. Donc, ils ont investi donc 200 000 de gamme pour augmenter de rang durant le repêchage. Les Red Bulls, ils se croient dans un draft NHL ou NFL. Mais c'est... le joueur en question, c'est Matt Nocita ou Nocicha. Bref, c'est un défenseur central. Sa photo, c'est une photo de la Navy. Là. C'est un All-American Boy. Là. Il a l'air tough. Donc, s'il finit comme un Zimmerman, ça sera ça. Mais bon. C'est qu'il va se retrouver au Red Bull Salzbourg, il va jouer en Ligue des Champions. Comme... il est tombé dans la bonne organisation. Mais je ne sais pas lequel c'était, mais effectivement, je sais qu'il y a un des joueurs qui avait été comparé à Zimmerman. Donc, quand tu dis ça, ça me fait rappeler que il y a un des joueurs qui a été, lorsqu'ils ont annoncé son nom, ils ont parlé de ses aptitudes défensives, puis ils ont parlé de Zimmerman. Ah, ils étaient prêts, ils avaient un graphique et tout. Là. Ils avaient le nom. Puis, oui, non, mais c'était super intéressant sur chacun des joueurs. Il passait vraiment un bon 5 minutes, tout le temps entre les deux choix. Donc, il est passé à parler du joueur. Il y a des joueurs sur lesquels ils allaient dans sa famille, où il y avait les réactions en direct, etc. Mais c'était long. Il y avait du contenu. Sauf pour le joueur de Montréal. Il y a un blanc. Là, par rapport à moi, j'ai une question. Deux questions. Est-ce que ça se fait ou est-ce qu'on devrait le faire?
que, par exemple, des clubs donneraient leur choix un peu à l'avance au MLSsoccer.com pour qu'ils puissent se préparer un peu. S'ils le savent à l'avance. S'ils Le le savent problème, j'ai le même réflexe que toi, c'est- Sofiane, pour que ça fasse ouais. un bon show condensé 1 heure, boum. Je suis là pour du contenu, Nilton. Je sais pas si Mais- t'es là, le contenu. Mais ils veulent avoir ce temps-là, là, ce 5-7 minutes entre les choix pour faire justement ces actions-là, les échanges et tout. Oui, tu sais. oui, oui. Ils ont essayé de combler l'espace comme les autres sports nord-américains, mais tu sais, et là, tu sais, tu te rappelles à l'époque de Montréal, le premier choix de 2012, il y avait, tu sais, ils étaient dans C'était une fanfare. un là. endroit, tu sais, c'était tout le truc. Je pense que c'était à Philadelphie, il y avait Chaque un draft est crowd et tout. chaque draft est dans le palais des congrès équivalent là, dans quelques. C'est souvent Indianapolis et Philly, je pense. Parce qu'ils le mettent souvent avec une conférence un séminaire d'entraîneurs, des entraîneurs US là. Ils combinent tout le temps là. Puis souvent Indianapolis, Philly. Mais c'est un événement énorme là, en termes physiques. Mais les drafts, c'est tout le temps long. Tu sais, on dit la MLS c'est plate. Là. Je veux dire, il faut aimer beaucoup le hockey pour suivre 3 heures de première ronde au hockey. C'est long. Là. C'est aussi très, très long. Tu sais, oui, la NFL fait un gros spectacle. La NBA aussi, mais tu sais, c'est des grosses personnalités déjà connues en NCAA. Au hockey ici, c'est connu. Ça, la grosse différence, c'est ça, c'est que c'est des joueurs que tu as pu suivre dans le circuit inférieur. Et donc, tu peux être très excité pour certains noms. Puis tu vois la réaction des gens. Il y en a qui sont très fâchés. Tel joueur n'a pas été pris. C'est lui qui a été pris. Tu sais, ça fait un gros spectacle. Ici... Non, il y a toute la culture du draft. Genre les fantasy draft, depuis quelques années à MLS, c'est beaucoup moins intéressant. Puis il n'y a pas autant d'engouement. Alors que, tu sais, je sais pas, un NFL draft, c'est quoi qui est marrant? Il y a des moments culturels dans un NFL draft où c'est avoir la réaction des fans des New York Jets. Parce qu'à chaque fois, c'est le pire draft qui a jamais existé. Puis tu les vois, genre, non, il fallait pas prendre lui. Puis ça fait des compilations pour des années, comment les New York Jets, leurs fans, ils disent, t'es nul, vous êtes nul. Ils n'arrêtent pas d'insulter leur équipe. Puis je trouve ça assez marrant et folklorique, là. Bon, pour revenir à la thématique, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'on s'ennuie? J'ai tendance à penser oui, mais j'aimerais avoir votre avis relativement à ça. Il y avait deux aspects à l'ennui. L'ennui par rapport, c'est tout le temps ennuyant entre janvier et février. Janvier-février, il n'y a pas grand-chose. À part Piatek qui quitte entre deux repas. L'an passé, ça a été incroyable, t'es sérieux? Ben oui. Ah oui, mais l'an passé, c'est le rebranding. Mais je parle, imagine la première année d'Henry. Oui, il y avait Henry, il y avait le temps et le temps, ok. Mais Piatek qui part. Mais après, c'était calme, quoi. C'était huis clos, on attendait les matchs de pré-saison. Quand j'ai l'ennui, c'est un ennui personnel. Ok, j'attends des nouvelles. L'ennui, j'ai besoin de contenu, là. On a besoin de contenu pour faire des shows. Donc, je dis, on aurait voulu qu'il y ait beaucoup plus d'actualité pour produire plus facilement. Mais là, c'était pas difficile à produire ce qu'on fait ce soir et les autres soirs. Mais juste, genre, Julien, je sais pas ce qu'on en pense là. Est-ce que tu t'ennuies, là? Non, moi, c'est juste une entre-saison. Je pense que plus on va approcher le match de la Ligue des Champions, plus on aura certainement des débats un peu plus tactiques, voir un petit peu quelle équipe va se dessiner, etc. Moi, ça me semble normal. Enfin, je veux dire, c'est la même chose dans les championnats européens, hormis le mercato qui, lui, commence très, très tôt, où de temps en temps, on a des petites histoires qui tiennent tout l'été. Sinon, voilà, avant que les premiers tours de Ligue des Champions, les préliminaires reprennent, etc., on est sur autre chose, quoi. Généralement, c'est toujours un feuilleton qui tient en haleine. Là, j'aimerais bien savoir si Mihailovic reste vraiment ou pas. Pour le coup. Ça, c'est vraiment le feuilleton qui, pour moi, est primordial. Enfin, je ne sais même pas si c'est un feuilleton, mais bon, j'aimerais juste qu'on me dise clairement qu'il reste sûr, quoi. En même temps, c'est pas au club de désennuyer son crowd. Là. Le club est là pour travailler. Oh, ouais. Non, mais tu sais, généralement. Avancer des dossiers tranquillement. Moi, je trouve que cette saison, en début d'année, là, je trouve que la couverture médiatique, elle est tranquille. Je parle mainstream. Là. Je parle pas de. Non, mais tu sais, je parle pas de. Non, je suis d'accord. Mais parce que justement, à mon avis, il n'y a rien à se mettre sous la dent, Nilton, tu vois. Ouais, mais on s'entend que. Bon, on va prendre. C'est rare, je fais ça. Là. On va faire la comparaison avec le hockey. Y a-tu quelque chose de plus plate au monde présentement que le Canadien de Montréal, il se passe, tu sais? Catastrophe. Un match plate après l'autre, mais. Il y a le DG. Je veux dire, il ne parle pas de DG tout le temps. Mais
Si tu veux avoir du contenu, il faut que le média en parle de l'équipe. Puis il y a pas grand-chose. C'est assez mort. Tout à fait Ouais, d'accord. mais là, tu vois, je te rejoins pas trop parce que tu vois, je préfère qu'on dise rien plutôt qu'on aille peut-être s'inventer des choses Non, je te ou parle pas sortir, d'inventer quelque chose, sortir là. du contexte une phrase de Saputo, je sais pas qui dirait à Bologne dans une interview en italien. Ce serait parfait, ça. C'est non mais moi c'est pas trop ce contenu-là que je souhaite Non, pas du tout, ouais, mais tu sais, je veux dire, consommer. connaître un peu plus sur la saison de Yao, de Ça oui, ouais, Chandrea. c'est vrai, ouais. Oui, on a beaucoup parlé de Jonathan Sirois, me dire qu'il y a des matchs blancs et qu'il a fini premier. Tu sais, C'est clair, en termes de genre de ressasser ou de découvrir des nouveaux profils qui étaient là, mais qu'on ne connaît pas trop, c'est parfait. Ils sont les bienvenus à l'émission quand ils veulent, tous les lundis soirs, ils sont les bienvenus pour parler à ces jeunes joueurs. Et ça, c'est intéressant d'avoir ça là, mais je suis d'accord. Aussi, tu poses la question, mais Oui, en je fait, c'est ça, pourrais te parce que pour moi, répondre aussi. il y a deux choses. C'est-à-dire que l'ennui, c'est une bonne chose dans le sens que le club est stable et qu'il y a pas et que finalement beaucoup de dossiers ont déjà été réglés et les choses suivent leur cours. Donc là, ils sont rentrés au début du camp le 10 janvier. Ils ont fait leur test de physique. Ils font un peu de mise en place tactique. Je pense qu'aujourd'hui, ils étaient du côté de la piscine. Donc bon, c'était plutôt tranquille, mais c'est aussi un bon signe parce que il y a deux types d'excitation. Enfin, il y a l'excitation qui est vraiment d'un club qui est très agressif sur le marché des transferts. Donc l'excitation Toronto, par exemple, parce que je veux dire, au sujet du transfert insigné, on est capable d'en parler pendant des heures et ça mène à plein de sous-discussions super intéressantes. Mais il y a aussi l'autre type d'excitation qui est le drama. Et ça, on l'a connu, par exemple, lorsque, mettons, Drogba est parti du côté de Chelsea. Et c'est bon. Parfois, c'est un peu ces deux situations qui sont pas forcément. Enfin, en tout cas, il y a une des deux situations qui est pas forcément idéale. Donc, moi, j'associe pas forcément l'ennui à quelque chose de négatif. Donc, du côté du club, où sachant que c'est un club qui a fait une saison moyenne plus, mais avec l'idée que le plus peut devenir plus. C'est pas si le club était dernier et on s'ennuyait, là, je pourrais me poser des questions. Ouais. Parce que ça voudrait dire qu'ils ne sont pas en train de faire des actions pour s'améliorer. Mais le fait Donc là, qu'il y ait. c'est un ennui désirable. Je peux anticiper. Ouais, on peut anticiper une progression. Ouais. Est-ce que j'ai gelé? C'est moi qui ai gelé? Non, Cécile, il s'ennuyait trop. Par contre, c'est vrai que voilà. Donc, comme je dis, il y a deux autres scénarios qui auraient été possibles. Donc, comme du drama à outrance. Ou bien beaucoup de recrutement, parce que je pense que c'était l'an passé quand même qu'il y a eu pas mal de recrutements. George, Miller, Hamdi, Torres, il y avait au moins 6 nouveaux joueurs, 7. Sunusi, merci, oui, Sunusi. Non, c'est vrai, Hurtado. Non, évidemment, je pense qu'il y avait un 11 partant, un nouveau 11 partant qui est venu. On le voit aussi quand même avec. C'est ça, on le voit avec le fait que là en ce moment, comme toi et Nilton, vous avez fait un très bon travail sur des profils potentiels de recrutement ou de rumeurs. On voit quand même l'engouement de ça. C'est que les gens ils ont envie qu'il se passe quelque chose. Donc, mais en même temps, je dirais que c'est plutôt rassurant pour un club qui historiquement ne passait pas, allez, 4 jours sans drama. C'était assez. Littéralement, de m'offrir une session de thérapie gratuite. Parce que moi, quand j'ai écrit ça, pendant que je préparais l'émission, j'ai dit on s'ennuie. C'est moi qui m'ennuie de 1. Et c'est le fait que je suis tellement habitué à du drama tout le temps, puisque je dis tout le temps en privé et en public. L'Impact de Montréal, ça Montréal. En anglais, je ne trouve pas c'est quoi en français. The gift that keeps on giving. Genre, ils n'auraient pas donné des cadeaux en termes de contenu, de drame non nécessaire. Et t'entends même nécessaire, mais c'est tout le temps. Puis ce que tu as dit ici, genre, tu as tout résumé, en fait, mon inconscient. Et beaucoup de tempêtes dans des verres d'eau. Hein. Quand je dis drame, c'est souvent. C'est pas forcément des choses. Genre un rebranding, quoi. Non, ça c'est la tempête qui a tout. C'est une bombe nucléaire. Elle n'est pas dans un verre d'eau, cette tempête-là. Justement, c'était une section un peu pêle-mêle, parce qu'on voulait partager pas de l'actualité qui en a inscrit, l'actualité dont on a parlé sur nos réseaux sociaux, sur notre site, notamment canfootball.com. Donc, on a choisi
cinq nouvelles qui ont parlé, qui ont été discutées sur le site, et il y a des articles très poussés ou des articles plus divertissants, etc. Donc, moi, que je trouve intéressante, c'était, je pense ici, tu avais mis le fait que Mofarsi était bel et bien, Ouais, ouais. il était avec le Columbus Alors, Crew 2, Ameless Next, je te laisse pour en c'est parler. une information. Alors, le fait qu'il n'avait pas signé à Montréal, ça, j'étais au courant depuis la mi-novembre. On s'était croisés avec Mo, on avait beaucoup parlé, etc. Et j'étais au courant qu'il n'était Moi, je trouve que c'est pas. d'être trop. Ouais, non, c'était évident. Et puis après, bon, c'était plus dit en confidence. Donc, je voyais beaucoup de gens qui Espérait. qui espérait à juste titre, sur un Montréalais qui est plutôt dominant dans la Canadienne Première Ligue. Je pense que le lien il est tout à fait naturel, représenté par une agence qui est quand même assez active dans le marché local. Donc, Mais Sid, tu peux-tu développer ou pas le fait que Montréal c'était dead? Puis y a-tu une. je- C'est un Bref, mauvais fit ou. Pas de contact du tout ou... je préfère pas. C'est correct. Parce que, comme on dit, faut pas insulter l'avenir. Bien sûr. Mais sur le fait qu'il n'avait pas signé, c'était évident. Par contre, comme là où ce que je peux dire, je pense aussi, ça peut comme un demi-scoop, il y a eu des discussions. Ça a été, voilà, il y a eu des discussions. Donc, c'est pas je veux pas, ou on sait pas, on s'est pas parlé. Mais non, il y a eu des discussions, dont la conclusion a été qu'il n'avait pas signé. Puis, mais après, pour les raisons, je préfère pas, parce que sinon, ça. Mais la bonne nouvelle, là, tu sais, pour le joueur québécois, c'est que c'est fini, là. Tu sais, il n'y a plus de monopole. Tu sais, c'est plus Impact, CF Montréal ou ben retourne chez vous. Tu sais. Ça a toujours été ça là, pendant des décennies à Montréal. Maintenant, un joueur québécois, il y a une autre façon de se développer. Tant mieux pour lui. Tu sais. C'est bon D'où pour la le foot nécessité, local. Nilton, de la CAN PL, tu vois, dont on parlait il y a Oui, quelques mais là, semaines. oui, exactement. Il a profité de la CAMPL et Oui. là, il y a la prochaine division, là, le MLS Next. Pro, avec des caractéristiques précises. Puis c'est bon pour lui. Là. Tant mieux Moi, je pour t'avoue, lui. j'étais étonné qu'ils signent aux États-Unis parce que je trouve que ça veut dire que les scouts de Columbus Crew ont vraiment un œil sur ce type de talent-là parce que les scouts Disons qu'ils font leur US, travail, quoi, sauf. Hein. oui, mais ils sont très, très, je trouve pas le mot, ils sont très, très allergiques à prendre des joueurs non US. Parce que Tu parles de ce club-là ou parce que oui, tu veux mon hypothèse, ça, par rapport à ça? Vas-y, justement, oui, je voulais avoir. Le fait que le GM, ce soit Tim Bezbatchenko, qui était à Toronto FC, donc il sait que le pays Canada existe, et donc peut-être qu'il s'est dit, genre, comme je vais regarder le meilleur 11 de la Canadienne Première Ligue. Puisque quand on voit la méthode de recrutement d'Insigné, voilà, je pense qu'il a peut-être vu un graphique. Il a dit, bon, est-ce que lui, ils sont sans contrat ou autre? Ben écoute, je vais appeler pour voir. Mais je pense que c'est pas étranger. Maintenant, à quel point, ou est-ce qu'il y a peut-être une autre personne qui est aussi est au fait du talent canadien? Je pense pas que ce soit étranger. Puis en plus, Glad nous indique en commentaire que le Crew a aussi l'habitude d'aller chercher des joueurs canadiens. J'ai pas fait attention à ça. Glad, merci Sid. Oui, c'est par rapport à ça, parce que, au fait, on a tous différents contacts là, à travers le football à différents niveaux. Les États-Unis sont très frileux à prendre des joueurs canadiens. Là. À moins que tu sois vraiment bon, là, à moins qu'on le repêche. Mais prendre un jeune joueur de KMPL qui joue à Columbus, je dis, oh, pour moi, c'était un choc culturel par rapport à ce qu'on me disait depuis des années. Mais avec le côté Bezbatchenko, je pense que ça a atténué un peu mon choc, là, parce que si c'était genre Portland ou Kansas City, je dis, OK. Oui, pourquoi? mais maintenant. Pour un jeune, là, je parle d'un jeune, je ne parle pas dans l'équipe première où tu es un gros investissement. Excuse-moi, Nilton. Mais maintenant aussi, avec cette ligue-là, ça devient aussi une façon de rentabiliser là, des actifs. Là, il y a le cas extrême, là, je ne sais pas si on va en parler un peu plus tard, de Charlotte, qui a fait presque 4 millions de dollars avec un joueur qui n'a pas joué une minute en MLS. Ces équipes-là, là, ces équipes B2 réserves, appelez-les comme vous voulez, là, c'est une façon aussi. C'est une ligue. C'est une ligue, pas d'équipe réserve, pas d'équipe B. C'est une division 3, mais c'est une façon de prendre des joueurs, les développer. Puis s'il n'y a pas de place en MLS, ben, ils peuvent le transférer là, ailleurs. Ils peuvent faire de l'argent, là, eux autres aussi. Donc,
ça devient une compétition. Tu sais, tu te souviens quand on s'ostinait un peu, je pense avec toi, Sid, là, est-ce que c'est une C'est première souvent avec division, moi la hein, qu'on s'ostine. CPL? Ouais. Non, C'est j'ai vu première que division. t'hésitais, après tu t'es dit, bon, c'est Ah, Tex. bah, ça doit être Sid. C'est première division, CPL. Tu sais, il y a quand même un joueur Ah qui a non, là, quitté par une contre, c'est moi, première. là. Là, par contre, c'était moi. C'était toi, Julien. Ouais. Tu sais, le gars, il quitte une première division pour aller en troisième division. Pas très loin, là. Ouais, mais le salaire doit être intéressant, les conditions doivent être bonnes. Ouais, Si on dit genre appartement C'est une payé, très mauvaise nouvelle pour la CPL. appartement payé, t'as une voiture de fonction, t'as 3 Fait que la roommates dans CPL va un falloir loft. qu'elle commence à prendre des risques financiers avec des tout à contrats fait. intéressants aux joueurs, pas seulement une saison en se disant bof, il est Canadien, s'il est bon, il va revenir chez moi. Non, non, non. S'il est bon, il va partir. Point Ouais. Non, final. c'est ça. Si tu investis sur un joueur comme ça, go, là, investis-là. Si tu crois en lui, donne un contrat de 3 ans, puis assume, puis là, tu vas pouvoir le transférer en MLS Pro ou ailleurs. Il va Dans le falloir cas que de la Far- dans le cas de CPL. Farsi, il avait refusé plusieurs offres de renouvellement. Et c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, Neil, tu t'apportes un bon point. C'est vrai que techniquement, c'est une division 3, je veux dire, qui peut-être, d'un point de vue FIFA, sera sanctionnée division 2, et parce que je crois que le but caché de cette MLS Next Pro, c'est vraiment de torpiller la USL. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que si c'est plus pertinent pour un joueur de CanPL de se retrouver là-bas, la Canadian Premier League doit quand même travailler. On a vu qu'il y avait un syndicat qui s'était mis en place, je pense que c'est fait, et que je pense que oui, tu as un très bon point sur le fait qu'il y a un risque qui va être à prendre, et le risque est peut-être pas nécessairement d'aller chercher dans l'expansion, chose qu'on a pu comprendre avec l'ancien commissaire Commissaire qui est propriétaire. Ouais, qui est un Incroyable. propriétaire du côté de York, non? Non, ouais, non, il y a Windsor? Windsor, c'est ça. Windsor. Mais plutôt de renforcer au niveau des actifs existants, parce que il faut rester compétitif, surtout que ça peut devenir une espèce de passerelle, parce qu'il y en a qui disaient ça, je trouvais ça assez intéressant, dans le fait que tu as ces joueurs canadiens là qui aujourd'hui sont encore des joueurs qui sont considérés étrangers dans la MLS au niveau américain, états-unien si je puis dire. Ben, le fait de jouer dans cette MLS Next Pro, ils ont plus de chances d'aller chercher leur green card et ensuite d'intégrer les groupes pro. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en considération. Ah non, excuse-moi. Et Julien, je te laisse, je finis en 2 secondes. Mais là, je pense que la marche est plus petite de passer de la réserve de Columbus à la première équipe de Columbus, de faire CPL, MLS, équipe première d'MLS, tu vois. Donc la transition, il y a, à moins qu'il y ait genre le meilleur joueur CPL qui a jamais existé, genre, quoi que la ligue est à moins qu'il y ait des offres d'Europe et on se dit, bah les gars, je trouve qu'être en réserve de Columbus te donne plus de chances de jouer avec l'équipe première et d'être vu que de rester en CPL 2 ans. Mais bien sûr que oui, mais ça 100%. Et puis d'ailleurs, pardon, ça va dépendre en fait du comportement que la CanPL va adopter. Si elle se comporte comme une ligue, comme quelqu'un qui veut régner et aller jouer sur le terrain de jeu, en tout cas de la MLS, et être compris comme une ligue, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Effectivement, par contre, si elle reste, entre guillemets, passez-moi l'expression, dans les starting blocks, et que effectivement elle ne vise que finalement à donner peut-être un petit peu de temps de jeu ou venir s'aguerrir certains joueurs, etc., pour qu'ensuite ils repartent là-bas. Alors oui, ça ne sert plus à rien. Mais tout va dépendre finalement du comportement que cette ligue va adopter et des choix qu'ils vont faire dans le développement de cette ligue. Mais de toute façon, Julien, quel que soit leur comportement, les joueurs qui vont être en MLS Next Pro sont des joueurs qui seront issus de l'académie du club et de façon complètement logique, il y aura beaucoup plus de joueurs qui auront fait ce circuit, enfin ce cursus académie MLS Next Pro club professionnel que de joueurs qui auront fait Canadian Premier League vers MLS. Donc, oui, mais c'est sur le volume. Mais là, non, évidemment, et c'est dans ce sens-là que je comprends la logique de Sofiane, de dire que peut-être que pour un joueur, c'est aussi à penser-y bien que de rentrer dans une équipe réserve, tu vas te faire voir beaucoup plus que tu pourrais, sachant que aussi, tu joues contre d'autres équipes réserves. Donc peut-être que si le club pro
ne te donne pas cette chance-là, tu as beaucoup plus d'arguments aussi pour te faire valoir auprès d'autres clubs pro de cette Oui, ligue-là, mais puisque tu auras l'inverse, joué contre eux. je suis d'accord, mais l'inverse est vrai aussi. Si il y a une machine médiatique qui se met sur la CanPL, si on est plus visible, si le niveau de la CanPL augmente parce que je sais Mm. pas, il y a 2-3 franchises qui arrivent, Mm. si tout ça, bah, ça fait qu'au final, ça va devenir un Oui, marché, ça va devenir un chemin non atypique, enfin plutôt, excuse-moi, atypique de sortir de la ouais. CanPL et d'y aller, mais ça va devenir de plus en plus, ça va devenir un chemin de plus en plus utilisé finalement Julien, parce que le scouting, il va pas se concentrer seulement justement Mm. sur la MLS Next Pro, mais il va se dire: «Tiens, il y a un vrai marché de ce côté-là, il va falloir qu'on aille aller, voir parce que des mots farcis, bah, je préfère s'ils sont pas dans mes académies parce que pour X raisons, parce que, il a un super contrat de 3 ans, parce qu'il a un confort Ouais. financier, parce que tout ça, bah, il faut que j'aille le chercher». Mais Mais pour ça, il Julien, faut que ouais, si des toi, vous n'êtes pas vraiment en désaccord, ou peut-être vous dites pas exactement la même chose, c'est non, non, que non, je suis pas en désaccord, j'ai compris ce que tu dis, c'est que là, tu dis c'est la CPL qui doit faire ce travail-là. Farsi n'a rien à faire, alors que l'autre côté, Farsi, il fait son travail d'aller dans une ligue où il y a plus de chances de jouer et d'évoluer à un plus haut niveau. c'est Maintenant, c'est oui, lui. oui, mais à l'instant T, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais parce que Oh, je mais dans le reprenais ce que futur. disait ce Nilton dans le sens où c'est quoi effectivement pour l'instant la MLX Next Pro va venir certainement supplanter la CanPL. Soit la CanPL réagit, soit effectivement, ça, je ne vais pas dire que ça va être une ligue de garage, mais ça va être effectivement les meilleurs qui jouent en CanPL aujourd'hui n'auront aucun intérêt à y rester. Parce Ah que oui, c'est le ça un chemin risque, le oui. plus facile sera d'aller dans ces académies-là ou dans les équipes réserves pour ensuite taper aux portes de la MLS. Si la CanPL prend un autre chemin, Mhm. je dis que, attention, il y a match. Il y a match. Mais pas nécessairement dans le sens que, et là je vais finir sur ça, par Mhm. exemple, c'est pas en fait, c'est pas incompatible. Dans le cas de Mofarsi, disons, s'il avait accepté une prolongation de contrat, ben, Columbus aurait dû l'acheter. Oui. Et ça reste très intéressant pour Columbus. L'idée n'est pas nécessairement de rentrer en concurrence avec la MLS Next Pro. Dans ce cas de Oui. figure-là, ça a été un joueur qui est sorti en agent libre, donc ça donne un petit peu ce côté, bon, ben, genre comme t'es ciao, mais continue de valoriser ton produit, quel Voilà. que soit qui veut l'acheter, c'est pas incompatible. Donc l'idée n'est pas que l'une des ligues supplante l'autre. Donc, par contre, Non, mais par rapport à la USL, ça c'est clair que l'idée de la MLS, c'est de supplanter la USL. Ça c'est une évidence. Mais par contre, par rapport à la Canadian Premier League, qui doit exister en soi, parce qu'un pays doit avoir une division 1, on est sur d'autres rapports. Et puis je pense que le fait qu'il y ait d'autres clubs qui vont exister, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la Canadian Premier League. Ça donne plus d'opportunités, comme de pouvoir vendre ses joueurs. Ça peut être intéressant. Bon, je ne sais pas qui a dit qu'on allait s'ennuyer, mais c'est un menteur. Le prochain item, c'est la rumeur. L'investigation d'un ami très proche du CanFC qui nous a chuchoté que Gaëtan Bong, latéral camerounais, avait mis polyvalent d'ailleurs. Hein. polyvalent, hein, ça va venir, Julien, qui avait mis une photo Instagram story qui était apparemment à Montréal. Donc, quand il faut qu'est-ce qu'on a fait, ben, j'ai fait un article que j'ai effacé par erreur, que j'ai ensuite refait, pour qu'on parle un peu pourquoi Gaëtan Bong à Montréal avec une story devant un muraille graphique là, dessiné aurait été à Montréal à -20. Hein, parce que Vassili Kremazidis et le Verona avaient dit plusieurs fois durant l'entre-saison jusqu'à maintenant qu'ils cherchaient un profil de joueur expérimenté, un latéral gauche probablement, apparemment, avec une versatilité dans son style. Gaëtan Bong, latéral gauche, qui a en ce moment à Nottingham Forest. Son contrat, il est en fin de contrat en juin 2022, donc peut signer avec n'importe quel club dès maintenant pour l'été qui arrive. C'est quelqu'un qui a commencé à Metz, Tours, Valenciennes, Ouais. Olympiakos, Wigan, Brighton et ensuite Nottingham Forest qui sont en ce moment en Championship. Le même Forest qui vient de recruter Richie Larea du Toronto FC. Donc voilà, une petite nouvelle. Je voulais commenter un peu sur Instagram Story parce qu'on a que ça comme information par rapport à ça. Non, mais Ouais, c'est ouais. Vas-y, Julien. Non, moi je vais faire court, c'est juste parce que de toute façon c'est qu'une rumeur. Mais effectivement, j'imagine que c'est aussi pour pallier au départ de Camacho. Donc en termes d'expérience, Gaëtan Bong remplit les critères. En termes, je l'ai déjà vu jouer aussi.
c'est quelqu'un qui a du ballon, qui a une formation aussi assez forte. Et puis, on l'a vu l'an passé. On avait perdu Kiki Struna, on avait et Camacho qui s'était fait expulser par exemple, puis on s'était retrouvé avec une défense Waterman, Bassong, etc. Je Ouais. pense que les dirigeants ne souhaitent plus se retrouver dans ce genre de situation-là, donc vont essayer de blinder un peu. Ça permet aussi de voir un petit peu dans une défense à 3 parce qu'on sait ou à 4, parce que ça permettrait à Kamal Miller d'être vraiment peut-être arrière gauche et puis d'avoir vraiment Gaëtan Bong ou l'inverse. Donc ça permettrait à Wilfried aussi d'avoir Wilfried Nancy, excusez-moi, d'avoir plusieurs armes au niveau de la défense, même si on pense qu'il va quand même rester avec son 3-5-2 pour l'an prochain, mais c'est tout à fait le type de joueur qu'il faudrait, c'est-à-dire polyvalent et expérimenté. En tout cas, là-bas, à Forest, ils sont pas trop déçus de voir La rumeur sortir. c'est terrible, là, ça fait mal au cœur quand on lit ça. Mais moi, j'aimerais surtout amener un point sur le recrutement d'Olivier Renard. Je sais que il y a une certaine fixation là, dans le public. Là, Olivier Renard achète jeune. Il faut arrêter. Là. C'est pas vrai qu'on va avoir juste des gars de 25 ans et moins là, dans cette équipe-là. Là. Déjà, on a une composition d'équipe qui est un peu anormale. Là, on a Piet, Bjorn Johnson, Kyoto, Wanyama qui est au-dessus de 25 ans. C'est tout. Là. C'est 25 ans. Il y a juste 4 joueurs en haut de 25 ans. C'est normal que Renard cherche un profil un peu plus d'expérience. Donc, je ne veux pas dire qu'il va nécessairement signer parce qu'il y a des conditions salariales et tout ça, il faut que ça fitte, mais il va avoir des noms comme ça, des joueurs un peu plus âgés, puis c'est pas parce que Renard nous a habitués dernièrement, puis on se rappelle collectivement juste des signatures de jeunes joueurs, mais c'est quand même lui qui est allé chercher Johnson l'année passée, c'est quand même lui, il était là quand Wanyama est arrivé, donc il va avoir des vétérans, et oui, lui, c'en est un gros, là, il y a quoi, 3 ans 33? Oui, 33, ouais. C'est marrant, on va certainement en discuter, tiens, des vétérans. Mais il faut cette expérience-là en ligne défensive aussi. Quand ton vétéran, le plus âgé de ta ligne défensive, c'est Waterman, ça peut être un problème. Puis sa polyvalence, là, Vasily l'a dit au 91-9 au show d'Olivier Brett, il cherchait ce profil-là de joueur polyvalent. Le côté gauche est important, quelqu'un qui peut même dépanner du côté droit. Puis il l'a dit, là, c'est un joueur qui peut aller chercher un salaire de 200-300 000. C'est dans ces eaux-là, un joueur qui est libre, une certaine expérience au niveau aussi de première division, ça peut aider les joueurs. Puis pour le développement de nos jeunes joueurs, avoir quelqu'un comme ça qui a du ballon, ça peut juste être positif. Là, il ne faut pas non plus paniquer par les commentaires qu'on peut lire parce que s'il y avait eu des rumeurs sur Camacho il y a 1 an et les partisans de la nouvelle équipe auraient lu les commentaires de Camacho, ça a été une grosse catastrophe. Kyoto, avant d'arriver à Montréal, si on lisait les peu de commentaires de Houston, parce que c'est pas comme il y avait un gros crowd, Kyoto est sorti de Houston. Puis c'était pas terrible. Même Mihailovic, il sort pas du. Montréal ne va pas chercher des joueurs 100% full-proof. Ça n'arrive pas. Là. On va chercher un joueur avec plein de défauts. C'est sûr. Donc, il ne sera pas un joueur parfait. Je ne pense pas que l'objectif d'Olivier Renard, c'est d'aller chercher un titulaire, mais c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose de différent. Ben, à ce sujet, bon, moi je le connais pas, il me rappelait rien du côté de Valenciennes, mais ce qui m'inquiète quand même relativement à ce que je vois d'un point de vue complètement juste de chiffres, c'est le nombre de matchs joués dans les 3 dernières années. On est quand même en dessous de 25. Puis là, c'est vraiment un calcul grossier que j'ai fait sur sa page Wikipédia. Et ça, je trouve ça quand même plutôt inquiétant. Et maintenant que tu me fais penser aussi aux commentaires qui ont été envoyés par ses fans, le fait qu'il ait joué aussi peu de matchs, je trouve ça ultra inquiétant. Dans le sens que Camacho, c'était quand même sur une trentaine de matchs. Oui. Et que bon, ok. Bon, genre, comme joueur, tu as ton évaluation du joueur, tu n'es pas content, très bien, mais on est sur une trentaine de matchs par saison. Là, on parle d'un joueur qui a fait 10 matchs en 2020 du côté de Nottingham Forest.
et qui a laissé une telle impression négative. Bon, un match en 2019, bon là, il sortait de son prêt, j'imagine, de Brighton, parce qu'il a été aussi à Brighton dans la même saison. Puis 7 matchs en 2021. Puis, enfin, les commentaires, c'était assez... Serbe. J'aime ces mots fancy que je sors de temps en temps. Là. Pardon, non, parce que... C'était dur. C'était dur et c'était très tranché. Et c'est pas un joueur qui a joué beaucoup de matchs. Donc, on dirait que dans ma tête, j'imagine quelqu'un, il arrive sur le terrain et on parle en grande difficulté. Donc, Mais pourquoi tout d'un coup ce joueur-là arrive dans le portrait? C'est ça qui est surprenant. Tu sais, c'est quoi l'histoire qui fait en sorte que ce joueur-là, qui a une réputation catastrophique en championship, pas de match, se trouve sur la pile, s'en vient, on présume, s'en vient en Montréal pour discuter. Tu sais, comment? Qu'est-ce qui fait en sorte que, c'est pas grave, là, même si c'est une catastrophe là-bas, on se fie sur ses qualités, puis que c'est un mauvais fit, puis qu'à Montréal, non, peut-être, parce que ça, c'est vraiment Nottingham Forest, parce qu'à Brighton, il a vraiment beaucoup joué. Là, on parle à chaque fois, il faisait... Même dans ses autres clubs, Valenciennes, Metz et tout, c'était un titulaire. Hein. Une vingtaine de matchs à chaque fois à Brighton, donc c'est pas... Et puis même pareil, effectivement, je vois sur sa fiche que c'était aussi une vingtaine de matchs par année lors de ses 4 saisons à Valenciennes. Donc oui, non, mais c'est plus ce côté-là du peu de matchs joués sur les dernières années qui m'interpelle. Surtout qu'on est échaudé par le fait que Bjorn a aussi le même curriculum. Il est arrivé en ayant peu joué et on a vu ce que ça a donné. Quoi. Donc, non, je pense qu'il joue régulièrement, mais il changeait de club trop souvent. Bjorn, je pense. Non, au dernier championnat, il était au moins, il rentrait en cours de match, contrairement à Gaétan. Gaétan, c'était... On a une question Patreon qui nous a été posée sur notre messagerie Patreon quand on parlait justement de MLS Next. Donc, je vais l'afficher tout de suite, on pourra répondre. Seulement 8 joueurs du CF ne peuvent se qualifier pour faire partie de l'équipe U23. Et si l'équipe première était en fait une équipe U23. C'est pour ça qu'on n'a pas d'équipe en MLS Next. Puis le sujet pour la prochaine émission. En fait, ils viennent dire exactement. C'est qui va te parler de ça? C'est toi, Julien? C'est Nilton. C'est Nilton qui va le dire? Ok. En fait, Nilton, c'est un patron aussi. Il vient de poser la question, puis on ne sait pas. Mais on va dire que la question nous vient quand même de Luc. On ne va pas dire ton nom de famille, parce que peut-être tu n'es pas à l'aise à ça, mais la question nous vient d'un Patreon, Luc, qui nous a envoyé ça dans la messagerie Patreon. Vous pouvez aussi utiliser le groupe privé Facebook dans lequel pas mal d'entre vous êtes pour nous poser des questions, des idées de sujets. Puis souvent, c'est simplement qu'on ne s'en rappelle pas. C'est pas forcément que la question n'est pas pertinente, mais c'est que sous le feu de l'action, parfois on passe à côté. Trop d'input, on fait ce qu'on peut. Ouais, effectivement. Donc là, en fait, c'est parce que Nilton a dit quelque chose où je me suis dit, ça, il me semble que j'ai lu ça quelque part. C'est la même personne. Et puis, c'est là que je me suis souvenu de la question de Luc. Donc, n'hésitez pas à remercier les patrons, c'est vraiment très important. Non, c'est Luc, tu vois, Nilton en a parlé sans répondre. C'est que, c'est peut-être pas pour ça qu'ils n'ont pas fait la MLS Next. On le saura peut-être jamais pourquoi le club. C'est qui le club? C'est Renard, c'est bien, là, c'est le président du club en ce moment par intérim non officiel, là, mais c'est genre, il n'y a personne d'autre. C'est lui de la plus grande autorité avant le board, puis Joe Saputo. Donc, je suis pas. Il en a parlé, non? C'était une combinaison d'argent, hein, comme toujours un petit peu, mais aussi des règles qui n'étaient pas suffisamment définies pour lui. Oui, mais c'est ça, mais c'est quoi qui n'est pas défini? C'est qu'ils le disent. Ah, il dit il ne pouvait pas en parler, il n'a pas le droit, c'est ça, je me rappelle. Ouais, il était c'était secret, puis légalement, il ne pouvait pas en parler. Excuse-moi, tu as raison. C'est surtout l'idée que c'était pas clair si c'était une ligue de U23 ou pas. Et ça peut changer, ça change beaucoup la pertinence de la ligue aux yeux d'Olivier Renard. Donc c'est surtout ça le point je dirais de discussion. T'as raison. Désolé, Olivier Renard, si tu l'écoutes. Mais il y a eu quelques brèches. C'est pas encore confirmé, mais le site The Athletic a sorti quelques informations sur les règles potentielles qui restent à valider. On sait qu'il va y avoir des obligations de contrat professionnel. Là. C'est peut-être ça qui est accroché. Donner des contrats, c'est peut-être pas ce que le groupe de Montréal veut faire tout de suite. Donc, il faut qu'il y ait au moins 12 contrats probablement professionnels. Il faut que la moitié de l'équipe sur le terrain, ça soit des joueurs sous contrat. L'autre catégorie, le reste, ça peut être des joueurs soit invités ou de l'académie. Il y a le fait aussi c'est une ligue où il ne va pas avoir toutes les formes de
de règlements comme l'argent d'allocation ou des trucs comme ça. Là. Tout ça, c'est vraiment 2 ligues séparées. C'est peut-être ce qui va faire en sorte qu'une équipe, on le voit déjà là, avec le Crew, en principe, il ne devrait pas avoir de plafond salarial. Donc, une équipe peut investir. Là, quelqu'un qui a beaucoup d'argent pourrait utiliser cette équipe-là pour faire venir des projets. Comme tu dis, lui donner une saison green card. Si ça ne fonctionne pas très bien, au lieu d'avoir un seul Tedo, peut-être pas lui parce que c'est beaucoup d'argent, là, mais des projets comme ça, au lieu de lui donner un contrat en MLS, tu peux passer par la troisième catégorie. Fait que, toutes ces petites affaires-là qui n'est pas très, très claires, probablement que Renard voulait avoir un plan beaucoup plus détaillé. Puis moi, ce que je pense surtout, c'est que Montréal, ils ne pensent pas être capables d'avoir une équipe compétitive. Ils n'ont peut-être pas dans leur tête assez de joueurs pour avoir une équipe assez intéressante. J'allais t'amener pour à les ce faire point-là. jouer ensemble. Il y a beaucoup d'équipes qui avaient vas-y. des équipes de réserve, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme par exemple, on peut dire un Toronto FC2, on leur dit simplement, ben là, tu vas jouer là. OK. C'est terminé. Montréal n'a pas d'équipe de réserve. Donc, il y a quand même une réflexion qui se fait sur la gestion des joueurs entre l'académie et le club pro, malgré la présence d'un groupe U23, mais qui est un petit peu hybride, puisque parfois des joueurs pro s'y retrouvent. Donc, il y a quand même cette réflexion-là. Et puis après, d'un point de vue budget, c'est souvent parce que pour une équipe canadienne qui perd quand même beaucoup d'argent, peut-être qu'un jour, dans quelques semaines, on fera un dossier sur ça, parce qu'avec la vente de Salt Lake. De Salt Lake, on a vu un peu quelques chiffres. Donc c'est pour une équipe qui perd de l'argent, de savoir clairement comment va être géré les vols, les transports, la gestion des matchs. On ne sait même pas s'il y a un prix d'entrée aussi. C'est super. Ouais, c'est des trucs qui sont très importants de savoir au moment où tu prends ta décision. Puis parfois il y a ce décalage-là aussi parfois on oublie. C'est que peut-être que là, Diatétique, ils te sortent les règles maintenant. Mais on t'a demandé de prendre une décision il y a 8 mois et peut-être que ces règles-là n'étaient pas c'est même pas final pour l'instant. Voilà, pas définies. Maintenant, ce qui est clair, c'est que c'est une position que Montréal ne pourra pas tenir et que d'ici à 2023/2024, ils auront une équipe là, dans cette ligue-là. C'est évident qu'il n'y aura pas une équipe. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est un peu comme une histoire qui se répète. Quand la MLS a approché de Joey Saputo une première fois pour embarquer dans ce projet-là, ils ont dit non. Joey Saputo a dit « Je ne vais pas payer pour rentrer dans ta ligue quand moi, ma ligue ou que je contrôle est égale. » Ils se sont retournés vers Toronto et Toronto, qui avait une équipe qui ne marchait pas avec les Lynx, sont partis de 0. Ça a coûté 10 millions. Quelques années plus tard, ça y a coûté 4 fois le prix. Est-ce que toujours attendre comme ça? Moi, j'aurais eu peur d'être encore à la remorque et d'être toujours en retard dans cette ligue-là. Donc, il y a ce phénomène-là qui me dérange, mais en même temps, pour évaluer, on n'a pas tous les éléments entre les mains pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision. C'est juste ça, c'est inquiétant un peu. Sachant que je disais que dans la vente des futurs droits télévision de la Ligue, seraient compris des matchs de MLS Next Pro, c'est évident que CF Montréal va rentrer dans cette ligue. On va leur faire comprendre. En fait, je pense que d'ailleurs, que les interrogations du CF Montréal sont tellement légitimes que la ligue autorise le fait qu'il n'y soit pas. Parce qu'on s'entend que c'est une franchise. C'est pas comme si ils avaient un grand pouvoir par rapport à ce que décidaient. Puis attention, tu vois, ce que j'ai un point qui était très intéressant, c'est contrairement à la MLS, les joueurs signent un contrat avec la MLS. Avec la Ligue, ouais. Là, présentement, les joueurs qui arrivent dans le MLS Next Pro, ils signent directement avec le club. Ouais. Grosse différence. Donc là, c'est une grosse différence. Pour nous, ça peut sembler banal, mais c'est une grosse différence. Ouais, je me demande si ceux aussi seront syndiqués ou pas. Ça sera un point qui est important. Ou pas. Probablement pas. Probablement pas. Mais, aïe. Un peu foufou. Pêle-mêle, Santos Laguna, c'est dans moins d'un mois. Newton a commencé à parler de profil de joueurs intéressants de Santos Laguna, un sorte de scouting report. Tu as commencé avec le gardien. Question qui tue. Qui est le meilleur? Ce gardien dont je ne me rappelle pas le nom ou Breza? C'est incomparable. Quand on regarde, j'ai vu quelques faits saillants. Là. Il est spectaculaire. C'est pas pour rien qu'il y a eu des rumeurs en décembre dernier que le Bayern, Leverkusen était intéressé.
Il était Ah ouais, considéré comme. Ouais, ok. il était comme Genre, Breza, il n'est pas capable d'être à Bologne. C'est Wow. pas, c'est pas la même chose. Et c'est probablement, pour l'instant, il est au moins gardien numéro 3 de la sélection mexicaine. Tata Martino lui a donné un premier départ au match amical contre Chili. Puis les gardiens mexicains, il y a toujours eu des belles réputations là, pour les gardiens mexicains, mais là, il commence à être vieux. Ochoa est quand même avancé. Donc, non, c'est un gardien, c'est un game changer. C'est clairement un game changer. Il a été capitaine rapidement de l'équipe. C'est pas vraiment. Le gardien capitaine? Mais il ne l'est plus. Il ne l'est Euh, plus. Le nouvel entraîneur, il a donné ça aux défenseurs. J'ai oublié de mettre son nom, il s'appelle Carlos Acevedo, c'est ça? Exact. Il a 27 Notre ans. chance, c'est qu'il porte un bandeau très large. Ouais. Donc, il pourrait glisser. Puis là, boum. C'est notre chance. Non, mais le truc de ce dossier de Santos Laguna, c'est qu'on parle beaucoup des grosses équipes comme América, Tigres. On connaît quelques joueurs ici et là. Santos Laguna, là, je ne connaissais pas un joueur là, de Santos Laguna. On est en un mois, puis on ne connaît absolument personne. Là. Puis je me suis dit, ça ne me tente pas de 2 jours avant le match. Je dis, putain, c'est qui leur attaquant? On suit un match, puis on ne sait pas de qui on doit avoir peur. C'est bien. Celui qui touche le ballon, là, il est correct? Il est dangereux. C'est tellement bon. Il est gaucher, il est gratuit. Moi, je veux savoir, dès que ce numéro-là, oui, par défaut, numéro 10, il doit être dangereux, mais c'est pas tous les 10 qui sont bons. Donc, tranquillement, je ne sais pas si j'embarque dans un projet un peu trop lourd. Non, je ne ferai pas le 11 partants, encore moins toute l'équipe, mais tranquillement, de jour en jour, je vais essayer de compiler un peu des statistiques et des informations sur les joueurs. Là. Rien d'expert. On n'est pas en train de faire un vrai scouting report. Je ne suis pas payé par le club et le club a tout ce qu'il faut en scouting, je crois, pour faire ce travail-là. D'autant que ce qui est intéressant par rapport à Santos Laguna, c'est que vu la configuration du championnat mexicain, parce qu'il faut savoir que c'est comme 2 championnats par année, le championnat mexicain. Exactement. En fait, Santos Laguna, c'est pas les champions de la dernière saison, c'est les champions de l'avant-dernière saison, et que il y a des joueurs qui ont mené au titre qui ne sont pas toujours présents avec le club. Donc, tu sais, les analyses vont être un peu il faut être fin dans l'analyse, parce que il y a une différence entre justement ceux qui ont la raison pour laquelle ils sont arrivés à ce stade-ci et les joueurs qui composent l'effectif. Donc, non, très, très intéressant que vous ayez commencé à faire ce dossier-là. Puis je pense qu'il y a de belles surprises qui arrivent, donc c'est le fun. Non, c'est bien. Je pense qu'en crescendo, on va être prêt pour vous offrir une belle couverture sur le Santos Laguna. Puis ce match aller-retour un peu historique là, contre l'ennemi juré de Montréal, mais c'était juste une fois là. Mais en tout cas, ça a marqué. Dans la tête de Montréal. Ouais, ça toujours. Moi, j'adore les rivalités qui sont que dans un sens. Juste one way. Nous, on a rivalité avec eux. Avoir du budget. Tu t'en vas là-bas au prochain match, tu fais le tour du stade et tu approches des gens puis tu dis Montréal, l'impact de Montréal, vous connaissez, juste pour voir combien de personnes vont réagir. C'est fou. Là. Yo, est-ce que vous vous rappelez de la fausse rivalité que tout le monde s'est créée par rapport à Kansas City et Montréal? Non. Genre tout non. Mais toi, t'étais encore dans les estrades là. Moi, quand je couvrais le club, c'était genre Kansas City, ils s'aiment pas, c'est la rivalité. On a une rivalité avec Casey? Mais Casey le savait pas, genre, clairement. Genre, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé avec Casey? Non, mais il y a tout le temps des matchs chauds. Dom Dwyer? Ouais, Dom Il Dwyer. y a plus eu, mettons, Houston, on aurait pu, avec les playoffs, la bataille, tout ça, mais... Non, mais à un moment, il y avait une narrative, plus par rapport, il y avait des articles qui étaient écrits par pas des collègues, parce que je ne suis pas journaliste, par des gens des médias là, qui sortaient une histoire, genre, mais Kansas City, ils vous connaissent pas, là, genre, des gens non eu. Puis genre, Kansas City venait de revenir de l'Ouest pour être dans l'Est, puis je dis, en tout cas, Montréal, il tapait à chaque fois, il y avait un match avec Chalibom, le but de... Comment ça s'appelle, le latéral, là, qui faisait des pirouettes, là, quand il marquait, là. Latéral gauche, là. Non, américain, là, beau gosse, là. Miller? Non, gauche. Tu parles à Montréal? Ah oui, c'était un bon prospect, là. Celui qui joue à Nashville, là, Fischer? Non. Il est très son nom, il faisait des pirouettes, là. Il était vraiment intéressant, puis après, il a disparu, là. Comment il s'appelle? Oh, je me sens mal. Faire tout ça, là, puis...
Il a marqué depuis la dernière minute, là. Puis c'était en 2013, je le trouve tout de suite. C'était. Ben, c'était une grosse rivalité. Hein? On ne connaît pas les joueurs, on ne se Voilà, souvient pas c'est- du but. Non, mais c'est un Non, joueur parce que, en plus. non, parce que c'est parce que Non, c'était pas Diallo. c'est c'est Blake, pas c'est Diallo. Blake Smith qui faisait des Blake Smith, voilà. Il oui, a c'était marqué pas un but. c'était pas un Il a- latéral. Ben, il y a- C'est ouais. un latéral ailier, quoi. Ah oui? Parce qu'en fait, le Ouais, fait que tu as dit latéral, ça m'a comme j'ai enlevé Ok. tout de suite. un joueur Mais de après, je me suis dit, des couloir. saltos, c'est bon, il n'y en a pas 50 qui en faisaient des saltos non plus. Donc, Ouais, Blake Smith. Dans ma tête, je pensais que c'était il est devenu latéral. Ah, Et- peut-être il était est-ce milieu que et au latéral. concours, il en faisait ou non? Il me semble Ouais. que Oui. j'ai. Ouais, Oui. aussi. Ouais, mais je pense qu'on peut le différencier. Hein. Les deux. Les noms qu'on a reçus. Diallo. Ah, punaise. C'est marrant. C'est vrai, David, le coach de KC, il aimait bien Bernier. Ouais. Bernier, beaucoup d'intérêt pour Bernier quand il y avait le Jeb conflit avec Browski. Lopas. Là. Browski, Jeb. Il n'y avait pas un groupe de fans, Jedi Browski, là, les Jedi là, Knight. Là. Mais lui, les Jedi Knight. c'est le fait qu'il a fini un match avec le nez pété, ça a Ça marqué allait- les esprits. ça allait prendre. Le tir hacké. On vous a posé une question sur YouTube en direct. On voit Jack qui a gagné, puis on l'avait fait un article dessus, puis on l'a posé sur les réseaux sociaux, plus de 60 commentaires sur Facebook. Merci pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Qui 60 parmi... commentaires sur Facebook, mais t'es pas branché sur la page aujourd'hui. 60. Waouh. T'es sûr qu'il n'y a pas des choses que c'est pas parti dans dans des discussions? Discussion sur le vaccin, je sais pas. Non, j'ai pas de trucs. Putain, mais je vais aller regarder ça. là. J'ai rien vu sur le vaccin là, ou d'autres trucs controversés. Là. Je vais pas me faire Ça a censurer, fini là. une conversation sur Anne Casabonne. Mais c'est sûr. Lucie Laurier. Bon. On a posé une bien. question pour savoir parmi ces 4 retraités, jeunes retraités de l'Impact de Montréal, CF Montréal, lequel parmi ces 4 vous prendrez pour jouer dans le match aller-retour contre Santos Laguna? Moi, je suis Donc, déçu, il manquait quelqu'un. Juste avoir là, les qui- noms. En bas à gauche, Andrés Romero, Cameron Porter, le gars qui a l'air surpris, Patrice Bernier, vous le connaissez, puis la légende Montréal, toute ligue confondue, là, Eduardo Sembrango. Donc, si on doit en choisir un, j'ai failli ne pas mettre Bernier, parce que je savais que tu allais prendre Bernier. Je dis, moi, je l'ai mis quand même, je regrette là, mais j'allais mettre Oduro. Parce qu'Oduro était bien durant cette campagne, mais C'est quoi les Oui, résultats ouais. des votes là sur YouTube? en ce moment, 57% Bernier, 36% Sembrango, 7% Romero, 0% Porter. Alors, le gars qui a sauvé, qui a fait l'histoire La du club, légende. il reçoit 0 vote. Mais on s'entend que la position qu'on aurait besoin pour Santos Laguna, elle n'est même C'est pas l'attaque. affichée. Non. L'attaque, tu parles? Non. Celui qu'on aurait besoin pour ce match-là, là, hein, dans l'axe, c'est lui qui a joué la Ligue des Champions. Puis quand il est arrivé à Montréal, là, ça a été ses meilleurs moments. C'est dès qu'il est arrivé en Ligue des Champions, c'est Laurent Simon. Laurent Simon, excuse-moi, je pense que tu parlais de Nigel Cocker, genre j'ai stressé. Laurent Simon, là, Ouais. ça ferait toute la différence. C'est tellement ça qu'on a besoin dans cette Ouais. équipe-là. Là. Mm. Le fameux Laurent Simon qui est arrivé. La photo, là, la photo où il était. C'est face à quel joueur déjà? Là? C'est un classique. Là. On le voit là, très arrogant, un vrai général. C'était contre Pachuca, je pense. Hein. C'était Oui, Pachuca oui, c'était contre Pachuca. Mais je cherche le joueur. Cette photo-là, elle marque. Là. Non, Simon, ouais, t'es fort arrivé. Non, c'est intéressant. Donc, ouais, je revois les stats sur YouTube. Ouais, c'est toujours Bernier, là, 57%. Parce que là, c'est quoi la défense actuelle? De quoi, de Montréal? Ouais, de Montréal. Miller, Johnston. Miller dans sa position toujours de défenseur central gauche. Ouais, encore on assume un 3, une défense à 3, donc Alster à droite, Miller à gauche. En centre, ça va être. Non, je pense qu'on va mettre Johnston dans le centre. Et puis, genre, Waterman à droite. Non. Waterman, tu veux mettre Waterman comme central? Oui, ça va être lui. Okay. Aucune chance que ça soit Alistair au centre. Okay. Puis, tu as aussi Corbeau, que je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc, peut-être c'est Corbeau le central. Puis... Alors, merci à Alix de nous dire qu'il manquait Divayo, notamment, parce qu'on a quelqu'un qui t'a ostiné sur où est Didier. Parce qu'en fait, la réponse est toujours au Drogba. Hein. À part Drogba. On ferait n'importe quel sondage, c'est lui la réponse. Bah, oui. Mais là, l'idée, c'était de prendre des joueurs, j'imagine, qui ont participé à un match. Qui ont fait des campagnes, je crois. C'est ça. Donc, c'est ça. Ouais, qui ont au moins participé à... c'est intéressant. Pardon. Ouais, c'est comme ça. De toute façon, Didier nous a jugés là, avec notre performance en Ligue des Champions. Hein.
C'est une Vous avez défense gagné? qui m'a marqué aussi. Là. Hein? Vous avez gagné? Ah, ok. Ben, vous n'avez pas J'avais gagné. oublié. Non, mais on était en finale. Il Ah, a mais vous avez pas tellement gagné. tué là, le buzz là, du commanditier. Là. Incroyable. On s'est Ah, rendu vous là, avez, le ah, soir. vous avez pas gagné. Ah, Quel culot. C'était... c'était waouh. Wow, ça fait mal, ça. Il fallait lui sortir son mime là. It's a disgrace. Disgrace. Son bandeau. Ouais, donc ouais, nonchalance, il rejoint tout Et, le monde sauf moi que Waterman va être au centre de Alistair Johnston puis Kamal Miller. Ok, donc à ce moment-ci, moi je suis d'accord avec Nilton. Si on est dans une défense à 3, je pense que oui, Laurent Simon, bon, ça aurait été le bon choix. Mais je trouve ça un petit peu léger hein, finalement quand j'y réfléchis. Donc là, répète-moi ça. Miller au centre. Tu commences à paniquer, là. Mais attends, mais je sais pas c'est qui parmi vous. Attends, je sais pas Attends c'est une qui. minute, Waterman va jouer contre un club de la Ligue AMX. C'est pour ça que je pense que C'est si qui parmi vous le faut là, Corbeau mais je l'avais dit il y a 2 semaines, j'ai dit les gars, la défense c'est léger là. Ah Il ouais, manque ça là. l'est. Mais Et je sais selon pas si c'était moi, Reg qui m'a dit que j'avais tort, un peu plus. selon moi, l'organisation croit beaucoup à Corbeau. Ok. C'est mon guess. Si à chaque entrevue, on ne parle pas d'aller chercher un défenseur central, puis si finalement Camacho signe pas, parce que Camacho a toujours rien signé nulle part, il pourrait à la limite revoir Camacho à du gars. Je te redonne 50 000 de plus, tu viens, c'est fini. C'est qu'il croit vraiment beaucoup à Corbeau. Ouais, mais Corbeau, c'était un peu comme Piet, hein. C'était Lieti. Avant qu'il vienne, tout le monde en parlait, personne ne l'a vu jouer, tu vois. Genre, I'm like, ok. Genre, Piet, avant qu'il vienne à Montréal, avant qu'il joue la Gold Cup, tout le monde parlait de lui. Ouais, mais c'est important. Dans le sens Oui, que... mais back in the days, avant qu'il vienne, Piet, personne ne l'a vu jouer, tout le monde en parlait qu'il devait venir. C'était pas la même nature de discussion. C'est-à-dire comme avant, ouais. Piet, c'était plus une espèce de grande liste de Québécois à l'étranger. Et comme personne ne les avait vu jouer, et on en parlait. Après, ensuite, il y a eu la Gold Cup, où là, les gens l'ont vu jouer et se sont dit, ce serait fun de l'avoir. Ça, c'est quel phénomène, hein? on a eu un hashtag qui a recruté un joueur. Et heureusement qu'il y a la Gold Cup, mais là, Corbeau... Mais le gars qui est louche, là, un peu, là, c'est l'Islandais Torkelson, là. Parce que lui, j'ai fait des recherches sur lui durant les fêtes, parce que j'avais rien à faire. Je pense que c'est même pas un défenseur central. Je pense même que c'est un joueur de couloir qui joue au milieu de terrain. Moi, je pense même pas que c'est un défenseur central. C'est pas la première fois que tu te trompes de nom de joueur aussi, ça pourrait être ça. Ouais, l'eau qui coule. Un jour, on m'a expliqué ça. Mais genre comme... Bon, louche est vraiment pas du tout l'adjectif que j'aurais employé. Au contraire, moi, je trouve résilient. Et Torkelson, il s'est blessé rapidement. Et il a passé la saison à s'entraîner seul. Et je me souviens une fois, j'étais dans la galerie aux entraînements et je le regardais comme ça à part, s'entraîner tout seul. Il commençait à faire froid. Tu me diras, lui, il vient d'Islande, c'est comme c'est pas grave, etc. Mais je le trouvais vraiment courageux dans le sens que j'avais l'impression que c'était un joueur qui, sans faire de clichés ou autre, mais qui était très rigoureux. J'ai jamais senti qu'en termes d'éthique de travail et des efforts mis pour son retour au jeu, notamment aussi d'accepter finalement de faire son opération. Je crois que lui c'était à l'épaule si je m'abuse, sachant qu'il aurait peut-être pu faire des matchs cette année au risque d'aggraver sa blessure, mais donc quand même de jouer. Mais quand tu es jeune, etc., tu as envie de jouer. De faire son opération, de faire toute sa rééducation. Je trouvais ça très fascinant. Après, on m'a dit, dans l'alimentation, tu penses qu'il va faire quoi d'autre? Il n'a pas le choix, c'est un footballeur, il faut qu'il survive. Mais voilà, il y a quand même quelque chose d'assez résilient dans son attitude. Et puis, donc, j'ai hâte quand même de le voir à l'œuvre. Bah, merci, Sid. J'aurais à dire qu'il est louche. Je me sens mal. Je me sens mal. Là, on n'empêche pas l'autre. Ça se trouve, on va fouiller, effectivement. Je retire. Je ne veux pas dire que lui était louche. Je trouve que je trouve ça, en tout cas, je n'avais pas trouvé qu'il était défenseur central, mais je retire mes propos. Mais oui, on a tous hâte de le voir jouer parce que bon, ça fait un défenseur de plus pour une défense
qui stresse Sid parce qu'il veut pas voir Waterman en défense centrale. Comme Pas du tout, au contraire. Moi, j'ai trouvé, comme je l'ai dit, lorsqu'il était au centre de la défense, j'ai trouvé très intéressant. Et puis, je pense que beaucoup aussi ont vu, il a fait quoi 2 matchs lors d'une suspension de Rudy Camacho. Puis, il a une belle qualité de passe. Vu qu'il est plutôt lent, il est protégé d'être au centre d'une défense à 3. Donc, non, genre, comme je doute pas de Waterman. Mais c'est que dans cette configuration-là, c'est comme pour moi, il est évident que la différence entre Laurent Simon à son pic et aujourd'hui Waterman, elle est très, très, très grande. Alors que disons que même si par exemple j'aurais peut-être opté pour un Sebwango, parce que ça reste que c'est un buteur, est-ce que la différence entre lui et Kyoto est plus grande que celle entre Simon et Waterman? C'est plus dans dans ça. C'est le gap et le différentiel, comment on commence à créer un déséquilibre plus grand. Tu vois, pour provoquer un peu Julien, là, je pourrais dire que notre Islandais, il est représenté par le même agent de joueur que Jack Grealish. Il vient d'une grosse équipe. Tu vois, est-ce que c'est dans le bingo, ça, Jack Grealish? Il faut que je l'ajoute. Il faudrait. Il faut que je l'ajoute. Julien, on te met en marche. Dans la nouvelle, on n'a pas d'en faire un débat, on va pas faire une autre fois sur les droits télévisés au Canada. Ah non, on va les mettre, ces messages, ils sont magnifiques. Attends, comme remets-nous en 4. Donc Julien dort. Julien dort sur la game. Julien pense à Ben Arfa. Il médite. Julien en décalage horaire. En fait, Julien est super fatigué à cause de moi parce qu'on a fait 2h30 de contenu sur la CAN hier soir. Et puis après l'émission, comme très souvent, trop souvent, vous ne savez pas, mais souvent, il y a des discussions qui durent aussi longtemps que le podcast. Vous avez parlé après? Là, en particulier, oui, on a parlé après longtemps. On a commencé à parler de sujets qui nous... Donc, on a beaucoup parlé. Donc, je prends le blâme. Et puis après, bon, c'est pas non plus des sujets qui excitent Julien habituellement. De manière générale. Non, franchement, non. Mais là, c'est juste que déjà, sur les 3, je connaissais que Bernier. Donc, effectivement, mon choix, il était vite fait. On a fait une vidéo sur Romero que Sofiane a fait il y a 3 ans. Je t'invite à aller la regarder. Puis, genre, comme sur une vidéo YouTube, il a l'air très, très, très fort. mais au fond, il aurait pu être très fort. Là. Il avait du jeu, puis je l'ai critiqué trop tôt. Là. Mais les ralentis, la musique, le temps. La musique. Voilà, comment Johansson, comment est Bjorn, je me suis fait avoir. Oui, la musique. Dans le montage d'ailleurs, c'est marrant parce que Kizrea, le joueur au péché, a supprimé son montage qui était présent sur son compte Instagram. Non. Et il s'est fait cancel comme moi avec Jonathan David. Là, non, mais c'est facile. C'est facile. C'est un montage qui était là depuis environ, je pense, octobre. J'avais checké. Et puis donc, tout le monde a repris ce montage-là. Quand d'ailleurs, c'est toi-même qui avait sorti les images. Désolé, encore une mauvaise influence, Twitter. Non, du tout. Et après, en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup ont utilisé ce post-là pour lui envoyer des messages de bienvenue à Montréal, etc. Puis ça a commencé à créer beaucoup de commentaires. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment, je suis reparti vers ce post et il n'existait plus. Heureusement. C'est pour ça que quand je fais des articles, des fois, je fais des captures d'écran. Parce que des fois. Là, ça aurait été difficile de faire la capture d'écran du montage. Mais quand il y a un texte ou une photo, puis tu sais que cet article pourrait faire en sorte qu'il y a des modifs. Mais c'est curieux, je sais pas pourquoi ça a été supprimé. Mais son université, son université a fait un montage. Donc, pour ceux qui voulaient voir un peu à quoi il ressemble, puis sans faire le gros rapport de qualité, c'est un joueur qui est quand même qui semble être gaucher. En tout cas, il est très dominant sur le pied gauche. Comment ça? Mais par rapport à Masdrav, genre, moi je sais même pas c'est qui, mais je pensais à Masdrav qui était en silence là quand il jouait, genre qui me dit on pense qu'il est gaucher. Ça aurait été écœurant. Mais c'est pas, je veux dire, à partir du moment comme le joueur il ne s'est pas identifié tel quel, moi je me base sur son pied dominant. Donc genre comme je veux dire. Mais toi tu dis que t'es intéressé, mais t'es même pas payé pour faire ça tant que ça, alors qu'à c'est leur job, mec. Non, c'est mon cerveau qui passe ailleurs. Non, on va pas aller dans cette direction là parce que franchement je trouve que les 3 ils ont fait un super travail.
C'est juste la grosse déception que sur le joueur qui a été repêché par le CF Montréal, il n'y avait rien à dire parce que vraiment, je pense que Ça c'était arrive dans tous les sports. Là. Je Voilà. me souviens encore qu'au draft des Canadiens, quand les Canadiens ont pris Logan Mailloux à TVA, il y a eu une grosse pause. Ils ne savaient pas c'était qui. Et après la pause télé, ils ont fait Logan Mailloux. On avait oublié. Donc, si ça arrive dans un sport comme ça, que tout est couvert, en MLS, NCAA, un joueur qui n'est pas censé sortir en première ronde. Ouais. Désolé. Non, mais vraiment, je trouvais que les trois, ils avaient vraiment. C'était justement très bien préparé. Ouais, c'est vrai que c'était encore plus, je pense, encore plus frustrant dans le fait que justement, c'était très bien préparé pour tout le monde. Il y avait beaucoup de contenu pour tous les joueurs. Puis là, tout d'un coup, pour celui que tu attends, genre là, il n'y a rien. Donc, je pense que c'est ça aussi. Mais en tout cas, donc, bref, je poursuis. On va le donner pied dominant gaucher, donc ailier, très svelte, rapide. Genre, il sent vraiment une belle fluidité dans son jeu. Les frappes aussi étaient clean. Chétif, très chétif. C'est assez. Il est jeune, très bien, mais je trouve qu'il était très peu chétif. Puis oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que il semble assez propre techniquement. Et puis voilà, donc après on verra. De toute façon, en quelque sorte, il comble un besoin, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'ailiers dans cette équipe. C'est pas sûr que d'ailleurs qu'il se taille une place dans l'effectif de toute façon, mais en termes de joueurs ailiers, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est intéressant en tout cas, j'espère qu'il va faire preuve de caractère dans le jeu, parce que il a des qualités techniques, mais après, comme un peu à la Torres, il faut quand même faire preuve de caractère et d'essayer de dribbler et autres. Il y a des joueurs qui sont techniques, mais qui sont jamais dans le 1 contre 1 et qui sont toujours qui sont très dans la passe négative. Et donc, j'espère que voilà, il a cette espèce de volonté de faire mal avec les qualités dont il dispose. Mais tu imagines la malchance? T'es un joueur NCAA, tu t'entends pas te faire drafter, tu es drafté par le seul club avec Austin qui n'a pas un club MLS Next. Tu dis, s'ils veulent pas de moi, je vais où? Je pense que techniquement, ils ont 3 fenêtres de transfert pour leur offrir un contrat. Puis, depuis l'année passée, il y a certains joueurs de l'académie, il y a une belle caractéristique à leur contrat, des non-roster contract. Donc, tu peux leur donner un contrat sans nécessairement lui donner une place dans l'effectif. Mais je ne sais pas s'il y a un maximum de contrat que tu peux donner à un joueur. Mais tu peux, il peut quitter la NCAA, puis Renard va y trouver une équipe en CPL aussi. Là, c'est compliqué la MLS. Mais il y a une histoire dans l'histoire un petit peu, comme il est congolais, RDC, et il a été dans un camp de réfugiés très jeune. Donc, du côté une autre histoire effectivement, mais bon, on va éviter tout ce qui est très étiquette. Du côté de la Tanzanie, puis arrivé ici à 9 ans, et puis donc arrivé ici aux États-Unis à 9 ans. Il est fort possible que, pas fort possible, encore une fois, il semble, tu vois, ça je te dirais, mais qu'il parle français, donc ce qui serait logique, puisque j'ai lu que c'était le seul de sa famille qui parlait pas français. Ok. Par contre, moi je me base uniquement sur le fait qu'il y a des publications qu'il a faites sur les réseaux sociaux en français. Donc après, bon. On a tous accès à Google Translate, donc peut-être que tu vois, donc ça mais bon, je pense le fait que la RDC soit je crois que techniquement c'est peut-être le plus gros pays francophone. Techniquement, je pense que la RDC c'est plus gros que la France. Il y a quand même de grandes chances qu'il soit pas non plus étranger à cette langue. Donc voilà, donc c'est juste qu'il y a comme une belle histoire un peu, enfin belle histoire. Il a une histoire qui est singulière, et le football l'a servi vraiment de refuge pour garder la tête sur les épaules, parce que quand tu as vécu ça, c'est vraiment traumatisant. Donc c'est ça. Puis je veux dire quand même, on n'a pas parlé, mais il y a un deuxième joueur qui a été repêché, donc lui aussi haïtienne, et qui aussi parlerait français. Maintenant, il y a beaucoup d'haïtiens qui commencent à parler que l'anglais et créole, donc ça aussi. Donc après, Olivier Renard, on lui a posé cette question-là sur le fait francophone, puis lui il a dit non, ça n'a pas été un critère, mais c'est bien. Il est content que. On est passé de la question sondage à Sofiane à la draft. On est revenu à la draft là. Ok, d'accord. Moi, les timestamps, les gars, j'en fais pas pour cette émission, je peux vous dire là, j'en fais pas. On en fait pas. Ça, too much. Okay. Dernier truc, avant de passer à Julien, Fubo TV a acquis les droits
de la Premier League à partir de 2022-2023. Donc voilà, bonne chance pour vos abonnements entre DAZN et tout ça. Donc c'est juste pour dire ça. On aura peut-être des dossiers plus détaillés dans l'analyse de ça parce que ça chamboule un peu. Je pense pas qu'on a le temps d'en parler parce que ça prend beaucoup trop de temps. Mais juste pour vous dire que on en a parlé parce qu'on trouve ça très intéressant comme truc. Puis ça change un peu le... C'est quoi le mot que je cherche là? Ça change pas la diaspora, là, c'est pas le bon Le mot, paysage. ça change le paysage. Le diaspora. Le paysage de la consommation. Donc, vas-y, Julien. Non, mais au final, moi, je me suis posé, quand tu nous as mis ça dans le contenu de l'émission, je me suis demandé, parce que j'en parlais avec Sid un peu en off, c'est vrai que ça pose une question, la concurrence, ça pose aussi la question du contenu. Tu sais, qu'est-ce que je veux regarder et comment je veux le regarder? Parce qu'on parlait justement de la CAN hier, et puis il y avait Sid qui parlait, donc grosse présence médiatique là sur celle du Cameroun, parce que Bein a acheté tout, Arabe a acheté tous les droits, donc au final, il y a Bein France qui retransmet beaucoup de matchs. Il y a aussi tu nous avais dit Bein autre chose qui retransmet. Bref, Bah, il y a le groupe Bein, donc Bein comme qui est Ça, posé, tout le qui est monde, ouais. américain. Il y a Bein USA, Voilà, il y a USA. Bein France et Bein vraiment arabe du côté du Qatar. Et après, tu as le groupe Sky. Qu'est-ce qu'il y a, Le sauf fil quoi, arabe. Arra. et après, il y a Sky en Angleterre, donc qui a les droits, et ainsi que Canal+, qui est présent sur l'ensemble et du continent européen et africain, donc qui ont les droits de diffusion. Donc effectivement, ça fait quand même beaucoup de visibilité qui est donnée, et puis avec aussi de toute façon maintenant les réseaux sociaux qui font en sorte que tout est toujours plus amplifié. Donc ouais. Non, mais justement, et si en fait je voulais revenir à ça, c'est que tu parlais toi de sites que tu regardes sur Canal+ parce que il y a des émissions, parce qu'il y a du contenu, etc. Et je pense que c'est-à-dire que si Fubo doit être un opérateur de plus pour nous dire bah tiens, maintenant j'ai racheté ça, donc achète ton abonnement, etc. Je trouve qu'on est pas mal prisonnier. Alors après, c'est pas pour faire du populisme de bas étage, mais et concrètement, j'en parlais un peu avec Sid, je trouve que dans le contenu, vraiment choisir l'émission qu'on veut regarder, pourquoi on veut la regarder, est-ce qu'on veut être juste diverti, est-ce qu'on veut juste regarder un match, c'est-à-dire que est-ce que c'est la qualité de retransmission qui nous intéresse, tu sais, tout ça, je pense que ça doit venir en compte, parce que c'est pas vrai qu'un nouveau joueur, quand il arrive, à chaque fois, il peut imposer ce qu'il veut. On l'a vu avec Téléfoot, c'était un gros flop parce qu'au final, les gens n'ont pas adhéré parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien derrière, il n'y avait aucune ligne éditoriale. Puis en plus de ça, sur le contenu seulement des matchs, beaucoup de matchs qui sautaient, beaucoup de matchs qui s'arrêtaient en plein match parce que le réseau ne marchait plus. Technique, Donc, beaucoup de problèmes techniques. Donc, je pense qu'aussi, nous, en tant que consommateurs, on a un rôle à jouer dans ça, de se dire, tiens, là, je ne veux pas juste m'abonner pour m'abonner, mais je veux vraiment m'abonner pour quelque chose. Je regardais la Amazon Prime. OK, ils ont directement de base, ils ont dit que ce sera que les matchs et éventuellement une émission de dimanche. Bon, tu sais à quoi t'attendre, mais en tout cas, ce qu'ils font, ils le font bien. Les consultants sont bons, les commentateurs sont bons, les sujets qu'ils font sont bons aussi. Il n'y a pas de prétention, ils y vont petit à petit. La qualité de la retransmission est carrée. Donc, tu te dis, bon, OK, j'y vais. Donc, c'était juste pour dire ça. Je ne connais pas Fubo, hein. C'est encore mieux qu'il y ait de la concurrence. On le sait, plus il y a de la concurrence, plus les prix aussi peuvent être mieux pour les consommateurs. Mais c'est à chaque fois un peu désolant qu'il y ait quelqu'un qui vienne juste pour venir. Donc, proposez-nous un projet, proposez-nous, c'est quoi que vous allez faire? Est-ce que c'est que de la retransmission? Est-ce qu'il y a de la création de contenu derrière? Non, tu ramènes un très bon point quoi, parce qu'il y a deux aspects, à mon avis, plus. Pourquoi on va parler une autre fois en détail, parce que j'ai pas fait assez de Oui, mais recherche, c'est pas c'est un que... débat que je voulais lancer, c'est juste. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est super intéressant, puis ça va nous aider à réfléchir pour les prochaines fois. C'est que, tu sais, par exemple, si tu suis la Ligue 1 et tu es en France, Canal+, quand il t'offre un service de contenu d'émission Inside, des débats par rapport à ça, etc., et les matchs, par exemple, c'est un bouquet assez complet. Tu dis oui, j'ai tout ça. Ou tu peux juste voir les matchs sur Amazon et avoir les débats sur Canal+. Tu peux faire les deux, si tu veux, si tu aimes vraiment les débats Canal+. Mais c'est quand même pour ta ligue qui est chez toi, tu vois. Éventuellement, peut-être un jour, tu vas avoir un match dans un stade. Mais tout ça, c'est très géolocalisé. C'est à moins que tu aies un VPN, etc. La différence, c'est que la Premier League qui fait qu'elle est très différente, puis la NFL fait la même chose, c'est que la Premier League produit tout à part pour l'international. La Premier League
Ouais, c'est une boîte de production qui produit toutes les émissions, les goal zones, l'avant-match, l'après-match, la mi-temps. C'est tous des gens qui travaillent à Sky Sport et différents trucs, juste qui sont mandatés à faire des émissions pour la Premier League. Tu vois souvent Ian Wright, tu vois d'autres gars qui passent dans les matchs DAZN. Puis tu as remarqué dans DAZN, si jamais vous avez DAZN, il y a plein de contenus d'émissions. Gary Neville fait des entrevues. Tout ça, c'est produit pour et par la Premier League et après qu'ils vendent ça en package. Donc, moi, qui Plus pars en- l'accès à leur catalogue de contenu qui de fait que tu contenu. as beaucoup d'archives Exactement. à disposition, et ça, on le voyait sur DAZN, effectivement. Donc, il y a une différence entre moi qui consomme la Premier League de Montréal et le gars de Liverpool. C'est une expérience très différente. Lui, il va voir Sky Sport, BT Sport, Mhm. tout ça. Moi, j'ai accès à ces trucs-là sur YouTube. Je vois un peu ce que Roy Keane dit, ce que Gary Lineker dit. C'est une expérience très différente. Donc, c'est ça. Nous, on a accès à Renaud Levoix sur TVA Sport, puis Chantal Mackay va avant qu'elle quitte pour le CH. Le gars qui est en Suisse, il ne va pas les voir. Lui, il va voir les matchs. Et peut-être il va voir les débats sur YouTube, peut-être. Tu vois, l'expérience est différente entre le gars qui est local, la personne qui consomme localement, sur le web aussi, et la personne qui est à l'extérieur. Alors que la Premier League, c'est un one-stop shop. Ils font tout. C'est fascinant comme produit, là. Puis, Non, c'est super voilà. intéressant que tu amènes cette distinction. Je n'avais pas remarqué, mais effectivement, sur le fait qu'il y ait de la création de contenu et tout ça, et qu'il y ait un habillage avant match, après match, dépendamment que sur le marché local, Ouais. versus les diffusions à l'international Tout à fait. de cette ligue. C'est intéressant que tu amènes ce point. C'est cool. Tu as aussi les licences. NBC Sports. Ils ont des studios en EPL, ils prennent des gars EPL qui parlent, ils sont sur les États-Unis, eux, ils donnent une expérience un peu hybride, tu vois. Mhm. C'est hybride, eux, genre, ils ont des gars, ils ont leurs propres commentateurs qui font les matchs, alors que c'est NBC Sports Soccer. Là, t'as CBS maintenant qui fait la Ligue des Champions. CBS Golasso avec Henry, avec Micah Richards, puis d'autres trucs. Là. Tu sais, même la Ligue des Champions, ceux qui ont du gros budget, comme les Américains, eux, ils vont utiliser des ressources locales en Europe, par exemple, pour faire du contenu en plus. Donc c'est fou ça, sauf ça. Puis je serais pas tenu que Football TV, qu'on voit le même type de contenu qu'on voit que DAZN a offert via le truc de Premier League là. Puis tu peux me dire la même chose pour comment il s'appelle pour NFL par exemple. Peut-être qu'ils feront la même chose. Mais la Premier League, oui, je serais étonné de voir. Je serais pas étonné qui ait genre les mêmes capsules ou similaires qu'on voyait sur DAZN qu'on verra sur vous. Donc juste pour ça, je m'attends à voir ça, mais j'ai hâte de checker ça. Mais DAZN a perdu beaucoup dernièrement. Là, en plus de perdre, là, c'est un gros morceau, la Premier League, mais ils avaient déjà perdu la Serie A. Qui a Ouais, suivi. il y a 2 ans ou 3 ans, quand ils avaient fait justement l'acquisition de la Première Ligue, c'est à ce moment-là qu'ils ont enlevé la Serie A et la Liga et la Ligue 1. Ouais. Et ils n'avaient pas aussi les Turcs? Je pense Ils que avaient ça les m'intéresse pas. Turcs. Ça m'intéresse pas. Mais ils avaient la LDC aussi. Là, ils ont encore la Ligue des Champions. Donc, je pense que ça arrive à échéance dans 2 ans, je pense. Non, ils sont sur 3 ans de contrat encore. 3 ans, oui. Ouais. Okay. Une première année de 3 ans ou Ouais, il reste 3 ans encore. Ils sont deuxième année. Ouais, mais c'est vrai, donc, comme c'est drôle, parce que tout le monde a eu la réflexion. Et au moment où on s'est rendu compte qu'il restait 3 ans, tout le monde a fait. Merde, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça. Pris en otage. On aura 2 applications, là, 2 abonnements. À la rigueur, eux, quand ils avaient fait le calcul par rapport à la Première Ligue, ils ont quand même dit, bon, la Première Ligue, entre guillemets, comme signe supérieur à Liga, Ligue 1 et Serie A. Combiné. Puis, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un mauvais calcul parce que, tu sais, veux pas, les matchs de groupe, c'est pas toujours des matchs super intéressants. On hype beaucoup les matchs de groupe parce que c'est des grosses confrontations entre des clubs importants, mais les matchs, c'est pas mal tout réglé. Puis, veut pas, pour l'Amérique du Nord, des matchs en après-midi versus des matchs de championnat la fin de semaine. La consommation n'est pas pareille. Là. Elle est vraiment pas pareille. Là. C'est sûr. Surtout avec la pandémie, la consommation dans les bars est quasiment inexistante ou très peu. Alors que maintenant, le streaming doit aller à gogo par rapport à ça. Je sais pas pourquoi Glad dit ça. Le Canada a servi de bêta-test à DAZN. J'aimerais ça qu'il élabore un peu. Ouais, bonne question. Le Canada a servi de bêta-test. Luc, ta question, écoute, j'ai pas quelque chose de clair où c'est indiqué la nationalité de Joel là. Par contre, là, je suis sur le site de migration américaine. What? Et
il y a pour un réfugié, il est éligible à la green card. Sachant qu'il est arrivé à 9 ans et qu'il il doit en avoir 18 ou 19, ça fait 10 ans qu'il est aux États-Unis. J'imagine Je pense qu'il est C'est correct. citoyenneté. qu'il a soit citoyenneté américaine, soit la green card. C'est pas vraiment C'est très dur la citoyenneté américaine. un problème. Maintenant, ça dépend de comment il est arrivé, parce que vu qu'il est arrivé dans un programme vraiment d'adoption, et je pense, voilà, je ne veux pas trop m'avancer, mais je ne serais pas étonné qu'il soit l'un ou l'autre assurément. C'est sûr qu'il ne fait pas 10 ans étant juste apatride. Ouais, voilà, ou étranger aux États-Unis. Non, ça n'aurait pas de sens. Tout ça pour dire qu'il va falloir que je regarde mon renouvellement annuel au mois de mars pour DAZN. Ok. En passant, DAZN est une compagnie américaine, non, britannique, singapourienne. Anglaise. Ah, anglaise. Ah, ils sont pas Singapour? Bon, désolé. Je pensais qu'ils étaient asiatiques, je pensais. Fubo, il appartient entre autres, je pense, à Disney. Ah. Ok, je me demandais d'où ça sortait. Tu dis quoi, Saf? Non, t'as raison. Non, DAZN, non, c'est pas asiatique, c'est anglais. Oui. C'est un groupe anglais. Ouais, my bad. Parce que il y a une grosse, comment dire. Là, il est entre BT Sport, Sky Sport, tout ça. Je pense que DAZN va acheter BT Sport, je pense. C'est ça que j'ai vu. DAZN va acheter BT Sport? Oui, British Television. Ok, c'est gros, ça. Selon Wikipédia, Fubo, les actionnaires de Fubo, c'est Walt Disney, Comcast, Viacom, AMC Network. C'est quoi ça? AMC, oui, c'est... c'est gros. OK, on va s'abonner. On va finir par s'abonner à Fubo. Ils vont acheter... DAZN appartient à la compagnie... Donc, DAZN, qui s'appelait avant Perform Group, est une compagnie de médias britannique et qui est aussi qui est propriété de Access Industries. Et donc, Access Industries, non, c'est à Londres. Ouais, c'est anglo-saxon, ça c'est sûr. Bye DAZN. Ça sent le bye DAZN. C'est un bel essai, la publicité avec notre club, tout ça, là, mais bye. C'est terminé. Ça c'est une autre chose aussi qui sera en discussion quand même. Parce que moi, je pensais que DAZN allait avoir les droits MLS 2023. Moi, c'était en même temps, je veux dire, ça peut être pourquoi c'est pas exclu. Ouais, c'est pas exclu, c'est vrai. Mais je pensais qu'ils avaient dominé genre l'Amérique du Nord. Non, ils les ont les droits de la MLS. Comme dit que nous, on est sur un brouillage régional, mais ils les ont les droits de la MLS. Non, c'est vrai, je suis bête, je dis n'importe quoi. Bah oui, ils les ont. J'ai toujours pas pu faire marcher un VPN correct là pour voir les matchs de Montréal. Je pense qu'il est très puissant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont là, mais c'est compliqué d'utiliser un VPN sur DAZN. Parce que de toute façon, t'as pas les mêmes catalogues entre pays. Bon, oui, il te file des lois, c'est comme Netflix. C'est comme nous, on a vraiment DAZN Canada. On n'a pas DAZN, on a DAZN Canada. Et puis, ils ont d'autres droits en fonction des pays dans lesquels ils sont implantés. Non, c'est vrai. Ce panel qui était ennuyant, des peu ennuyant, on a fait quand même 1h45 dessus. Julien, je te lance sur... Quel bordel. J'arrête de parler. La prochaine fois, je m'ennuie, puis 2 heures plus tard. Bon, Julien, tu voulais parler de la fontaine de jouvence du foot. Les papiers résistent. Moi aussi, j'arrête de parler. Sans introduction, là, vas-y. Ouais, alors je monte mon petit... mon petit visuel, vu que j'ai taffé, je vais le montrer. Non, en fait, voilà, je vous dis d'où ça part, c'est que je regardais le Canal Football Club hier, puis il y avait un sujet qui montrait donc qu'il y avait beaucoup plus que des trentenaires, des 35 ans et plus, qui continuaient à marquer. Donc là, c'était surtout les attaquants, donc bien sûr, des attaquants en plus hors normes. Zlatan Ibrahimovic, 39 ans au Milan AC, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema au Real Madrid. C'était pas tant ça qui m'a interpellé parce que c'est des extraterrestres. Donc, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Donc, il a été dit qu'il faut avoir une hygiène de vie vraiment irréprochable. Donc là, on est vraiment dans le travail vraiment quotidien sur soi-même déjà. Arriver avant, vraiment travailler, prendre soin de son corps. Ça va jusqu'à la nutrition. Karim Benzema disait qu'aujourd'hui, il a un régime vraiment strict où il fait très, très attention à la moindre chose qu'il va ingurgiter. Mais lors
les discussions, Abibay a dit quelque chose d'assez intéressant et c'est sur ça que j'ai rebondi. C'est qu'il dit effectivement qu'aujourd'hui, le foot moderne qui aujourd'hui passe sur les côtés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des 3-5-2 ou dans des pistons, dans des wingbacks, là, les gens qui montent et qui descendent et donc finalement, ça va laisser beaucoup plus de temps et beaucoup moins d'efforts finalement aux postes axiaux, donc généralement les défenseurs et les attaquants, parce que les milieux de terrain, on s'entend qu'il faut quand même avoir du coffre on parle de back-to-back, etc. Donc c'est quand même assez rare, même si on le voit au Real Madrid, mais assez rare que des joueurs de 35 ans et plus continuent à jouer au milieu de terrain, ou alors il faut une vraie bonne garde à leur côté. Mais par contre, les défenseurs centraux, déjà en Italie, c'est très connu. On voit Bonucci, on voit Chiellini. On a vu Costa Curta aussi qui a joué jusqu'à 40 ans, Paolo Maldini. Donc il y avait cette tradition. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les attaquants aussi, alors que les attaquants c'était souvent des gens où on disait bah, c'est vraiment un poste de passage parce que à partir de 30 ans, tu n'es plus à ton premium. Donc qu'est-ce que tu fais finalement? Tu es plus un poids pour ton équipe qu'autre chose. Et puis on s'aperçoit que bah, ces joueurs-là changent la donne. Mais au-delà de ces joueurs qui changent la donne parce qu'ils sont intelligents et qui changent leur football eux-mêmes, c'est effectivement ce que disait Abibay, je pense, le football moderne qui permet ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on va certainement voir maintenant les win-back à partir de 28-30 ans. À mon avis, ça va être compliqué, par exemple, pour un Alexander Arnold de continuer au-delà de 30 ans sur ce poste-là, un Walker aussi. Et donc, je voulais discuter un petit peu avec vous, parce qu'après, j'ai plusieurs questions pour rebondir sur cette discussion-là. Mais dans un premier temps, est-ce que vous y avez déjà pensé à cette transformation du football permet finalement à des joueurs, et je ne parle pas que des extraterrestres, hein, dans mon visuel, il y a Dante qui a une carrière extraordinaire, mais qui aujourd'hui joue à Nice. Hilton, pour ne citer que la Ligue 1, parce que j'ai fait mon travail un petit peu sur la Ligue 1. Hilton a joué jusqu'à 43 ans. Aujourd'hui, on a donc Burak Yilmaz qui en a 36. José Fonte, qui est encore international portugais, qui en a 37. Donc, ça m'a fait penser effectivement, et je me suis mis à penser, ah oui, effectivement, quand dans l'ancien football, on parlait de colonne vertébrale, donc le gardien, le défenseur central, le milieu de terrain et l'attaquant, où il fallait vraiment que ces joueurs-là soient dans le premium à chaque fois parce que c'était ce qui faisait marcher l'équipe. Ouais. Aujourd'hui, on est passé sur les côtés et je me suis dit, est-ce que vous aussi, vous y aviez déjà pensé à ce que finalement, ça change la physionomie aussi des joueurs et ce qu'on leur demande finalement comme effort? Super intéressant. J'ai été trop long, hein, je suis désolé. Non, il fallait que tu pour parles. poser le débat. c'est- C'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est pas forcément ces joueurs extraterrestres qui ont une longévité, même si c'est incroyable. Mais ça, on sait que c'est le travail, que c'est une certaine rigueur, parce que ça, il n'y a pas d'autre choix possible. Mais moi, c'était plus sur l'aspect tactique. Non, c'est un bon point. Parce que les extraterrestres, c'est eux qui établissent la norme de nutrition, de comment mieux manger. C'est la norme. Il faut que tu suives. Si tu ne suis pas la norme, tu ne vas jamais être proche d'être le professionnel que tu peux être pour arriver à ton potentiel. Donc, ce qu'a fait Ronaldo, Benzema, il l'a fait. Il dit, je vais faire comme lui. Zlatan, ce qu'il fait, c'est magique. Tous ces gars-là, c'est un peu Mais j'ai la même admiration pour Vitorino Hilton, par exemple, encore une fois, Oui. qui joue jusqu'à 43 ans. Hein, c'est pas... Je Oui, parle non, pas mais- forcément, tu vois. Oui, exactement. C'est ça. Mais lui, Hilton doit faire quelque chose de bien, quoi. Il doit faire quelque chose de. Peut-être il gère bien, peut-être. Mais c'est un bon point. Parce que ce que Moi, tu dis par rapport au changement d'époque. Vas-y. je trouve qu'on donne un peu trop d'importance à la date de naissance pour des. Tu sais, l'âge d'un athlète, c'est pas nécessairement déterminé par sa date de naissance, mais c'est son corps. Tu sais. Son corps, il a quel âge? Tu sais, il y a Son corps, des il en a joueurs, 39, non? à 29 ans, ils ont des corps finis, là. Oui, Tu sais, quand tu regardes, par exemple, Rooney et Ouais. Ronaldo, ils n'avaient pas le même corps. Ils n'avaient pas le même âge sur le terrain. Ouais. Tu sais, oui, on focus sur le fait, tu sais, oui, il y a des extraterrestres, là, tu sais, les Ronaldo, mais tu sais, un gars comme Vardy, à 35 ans, exactement, oui, exactement. sur le terrain, il n'y a pas 35 ans. Moi, ce que je trouve quand même assez fort, c'est qu'on va trouver des attaquants de 35 ans et plus dans différentes types d'équipes. Tu sais, c'est peut-être plus facile d'avoir 35 ans, jouer pour le Real Madrid, puis tu n'as pas beaucoup de courses défensives à faire, tu n'as pas de pression. Gagner le ballon, ce n'est pas ton rôle. Tu restes assez statique et tu attends et tu fais. Tu
tu doses tes efforts pour pouvoir être performant pendant un bon 75 minutes. Mais il y a des attaquants qui jouent dans des clubs un peu plus petits. Mettons Negredo qui joue à Cadiz. Oui, bien sûr. Et, Ouais. il ne doit pas avoir le ballon souvent, là. Ça ne doit pas être facile. Fait que, c'est pas... Joaquin, Oui, Joaquin au Betis oui, Séville. puis tout à fait, ouais. qui a descendu tout ça. Oui. qui n'arrête pas, lui. Falcao qui a signé où, Falcao, en Espagne dernièrement. Rayo Vallecano. Ouais, Falcao, c'est un quel petit joueur. club, là. Puis avec un historique de blessures. Donc, j'aime le fait que, contrairement à nous ici à Montréal, dès qu'il y a un joueur de 30 ans qui a une rumeur, on capote. Ce qui est important, c'est sur le terrain, est-ce qu'il est en forme physique? Est-ce qu'il a la capacité physique d'aligner des matchs et de faire des matchs de qualité, pas juste pendant 60 minutes? Puis c'est ça qui est important. Il faut oublier la date de naissance. Non, mais juste pour revenir à ça, je replace juste le débat. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, on mette de l'importance aux joueurs de côté enlève parce que c'est ça la question initiale, enlève cette pression, entre guillemets. Je voulais venir à ça parce que je me demande si le joueur de côté, on a vu le foot évoluer, genre disons, dans les années 90, l'axe était super important, avoir des joueurs de l'axe offensif importants, c'était primordial. Le numéro 10 n'existe plus, presque plus, même les coachs n'en veulent même plus si ça existe. Après, on a, je me demande si c'est pas le concept de, j'allais dire Messi Ronaldo, mais je pense que c'est plus Messi, qui ont fait que ces ailiers qui sont pas ailiers, qui marquent 50 buts par année, et on les voit maintenant. Salah, tu vois, genre, il joue comme un ailier, il court comme un ailier, mais il marque comme Alan Shearer, tu vois. Donc je dis, ou comme Thierry Henry. Même Thierry Henry, il répète ailier, il était ailier au début, là, à Juventus, ça n'a pas marché. Mais je me demande si cette évolution du football, c'est combinisé mais justement, Sof, est-ce que tu penses que Salah a 28 ans? Ouais. Est-ce que tu penses que dans 4 ans, il pourra continuer à jouer à ce poste-là? Est-ce qu'on va lui laisser le choix de dire bon, bah écoute, tu as 32 ans, tu cours moins, mais c'est pas grave, reste côté. Est-ce que c'est vraiment possible alors qu'on sait que tout se passe plus ou moins sur les côtés? C'est ça en fait que je me demande. Mais j'avoue, j'ai pris le mauvais exemple parce qu'offensivement, ces joueurs, ils font toute la largeur du terrain. Ça là, il est plus dans l'axe, mais il va à droite, à gauche, il fait ce qu'il veut. Mais j'avoue que, par exemple, les latéraux, les left wing back, par exemple, Zambrotta, il a joué dans la mauvaise période du football. Lui, s'il jouait maintenant, ça aurait été genre un ballon d'or quasiment. Quoi qu'il était très bon quand il jouait dans les années 90-2000, Gianluca Zambrotta. Mais j'avoue que ces latéraux qui défendent moins qu'avant, parce qu'on en demande plus offensivement, oui, ça change la donne et ça peut donner plus d'oxygène à des Bonucci, comme tu as dit par exemple dans ta photo, c'était un exemple intéressant à prendre, ou comme Hilton, ou peut-être, encore une fois, parce qu'il joue dans une défense à 4, défense à 3, ça change la donne. Mais je me demande si l'évolution du football de l'axe, enfin le football de côté, était genre la genèse de tout ça, pour dire, ok, je me demande. Après, j'avais encore après une autre question sur ce que disait donc Abibay et tout, et puis parce qu'il disait à un moment donné, tu as beau être qui tu veux, il faut que tu puisses être performant. Si tu n'es pas performant, c'est trop compliqué dans un vestiaire de pouvoir te gérer. Et donc, quand il dit ça, je me dis, ah ouais, ok, est-ce que c'est plus facile d'être un 35 ans et plus à Montpellier ou au Real Madrid? Tu sais, dans l'idée que si tu n'es pas performant, on ne te loupe pas. Mais au final, on ne te loupera ni à Montpellier ni au Real Madrid. Donc, mais les joueurs intelligents vont s'adapter. Tu sais, Modric, au milieu de terrain, il s'était adapté. C'est plus la même chose. Et même mais il est performant, Nilton. Oui, mais il joue pas de la même façon. Non, mais il joue plus de la même façon. Tu sais, même les wingbacks, je pense qu'il commence à avoir aussi des positions hybrides. Le dernier match, je ne sais pas si tu as vu le dernier match de Liverpool, là, Alexander-Arnold, il a joué pratiquement en milieu de terrain. Il était tout le temps dans l'axe. Oui, mais parce que Brentford était en bloc bas, donc tu te dis... Oui, mais tu sais, je pense qu'on s'en va vers un foot où tout est... les schémas tactiques sont hybrides. Tu sais, c'est pas fixe. Un joueur, oui, sur un tableau, il commence à droite et finalement, il va bouger. Salah, c'est la même chose. Tu sais. C'est plus les vieux joueurs à la Ronaldo où il y a sa position fixe et c'est clair et net. Il y en a... Les joueurs qui vont rester comme ça vont disparaître s'ils ne sont pas capables de s'adapter à moins d'être des exceptions comme Ronaldo. C'est ça ma question, à moins de performer. Et donc, ça en vient à ma troisième question. Et là, Sid va sûrement en parler parce que
C'est lui qui m'a fait penser à ça hier. Effectivement, ces extraterrestres, comme le dit Sofiane, ont changé un peu la donne, puisque c'est eux qui vont la dicter. Et donc, ces extraterrestres-là, par exemple, quand ils sont performants, même si tu n'es pas extraterrestre, mais je prends l'exemple de Chris Wondolowski ou le capitaine de Portland là, qui vient de terminer, Diego Valéry. Valéry, Diego Valéry. Tu sais, ma troisième question, c'était ça. C'était qu'au final, peut-être que ces joueurs-là, ils sont aussi, ils traînent en longévité, d'une part parce qu'ils sont performants, mais surtout parce que dans leur sillage, chaque joueur tient son rôle. On en parlait hier avec Sid, qu'au final, j'imagine que tous les joueurs du Milan AC, ils se disent, bon, bah, je vais courir pour Zlatan. Pourquoi ? Parce que Zlatan, il va me mettre le but, puis on va gagner ensemble. Si on gagne, je gagne. Et peut-être que c'est ça la vraie, la vraie richesse d'un coach, ou en tout cas la vraie réponse, c'est de se dire, tant que tu es performant, les joueurs avec qui tu joues vont faire les efforts pour toi. Ouais. Que tu aies 36, 37, 44 ans, c'est plus un problème. Oui. Mais- C'est arrivé, par exemple, quand Mais Di Maio l'équilibre est était à fragile. Montréal. L'équilibre est fragile. L'équilibre est fragile dépendant du niveau. Parce que, par exemple, Alors, Liverpool, alors dès que tu dis Salah quoi? ralentit, Niveau d'équipe, niveau de division, c'est équipe et quoi? division, par exemple, Ok. parce que Salah, dès qu'il ralentit, Liverpool, ils vont le dégager. Ça, Ah, ok, ça d'accord. c'est, je te garantis. Mais tu connais, tu vois Klopp, tu vois Liverpool, tu le sais. Non, c'est Tu le sais. intéressant. Ça veut dire que Salah qui joue à Nancy, il peut rester encore un peu. Parce que si le club croit en lui, et lui, il est assez d'influence sur les gars, croyez en moi, je suis un gars du pays, je suis de chez vous, je suis lauréen, je suis ancien, etc. Ok. Tu vois, je veux dire, genre, il y a une certaine influence. Hilton, il influence tout l'autre, parce que c'est quasiment un gars de l'UPI, quasiment. Tellement qu'il est là. On se dit, ben, il est tellement établi au club qu'on a l'impression qu'il a créé les clubs. Donc, tu sais, les clubs de très haut niveau, là, on parle des clubs, des oligarques, peut-être moins le Bayern, peut-être, là, quoique ils sont assez tranchants, ils coupent, là. Genre, Mais c'est dès, hyper intéressant ce que tu dès que dis tu ça. ralentis, ils te dégagent parce que eux, eux, c'est de la Formule 1. Ouais, Ils mais font pas du NASCAR. c'est Donc, hyper intéressant ce que tu dis parce qu'Abibay, donc, qui est lui entraîneur du Red Star, qui est en 3e division française, ouais. il disait que en fait, lui, il va un peu contre ce que tu dis parce qu'il dit, peu importe le niveau, un vestiaire reste un vestiaire. Oui, je suis d'accord. Donc au final, lui, il explique qu'il a Cheikh Ndoye dans son effectif qui est passé Wow. par Angers et qui a fait la Ouais. première ligue. Bah, il dit, Cheikh Ndoye, il est inamovible parce qu'il montre l'exemple. Donc, Oui. je suis tranquille. Le jour où Cheikh Ndoye il va être un peu moins performant, il va se poser la question, que tu sois en 6e division ou en Ligue des Champions. Tu vois le truc? Donc, Ouais. je sais pas. Peut-être que je m'en vais un peu trop loin. Si, je sais pas, Non, parce que non. tu étais un peu silencieux, mais ça m'a trotté parce que je trouve que c'est beau. C'est intéressant. Je trouve que c'est beau ce qu'il fait Zlatan à 39 ans. Je trouve que c'est beau tout ce que. Mais je me dis, au-delà de leur capacité personnelle, il y a tout aussi un écosystème finalement qui a changé autour d'eux. Ah, je suis silencieux parce que j'ai envie qu'on finisse en dans de 2 heures. Parce que si je réagis à tout ce qui va, ok. tout ce qui va allumer dans tout ce que tu as dit, on a encore pour 1 heure de Je débat. te promets, le Donc- sujet qui arrive, on le fait pas. On le fera la dernière fois. Donc c'est pour ça que je suis Je le silencieux. C'est pas par Ok. désintérêt, genre comme c'est parce que j'en aurais peut-être trop à dire. Bon, en tout cas, j'espère que n'hésitez pas à réagir, hein, ceux qui sont avec nous là, s'il y a des gens qui veulent. Ouais, laissez un commentaire en direct, on répondra. Puis aussi, si ceux qui ont écouté la vidéo plus tard, là, pour les Patreon, en primaire, puis les autres plus tard, laissez un commentaire, puis on fera passer le message à Julien pour qu'on puisse interagir avec vous en direct maintenant ou plus tard cette semaine. Non, c'est intéressant, Julien. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, maintenant, les clubs, comme dit Nilton, là, ils ont plus peur d'aller sur ces trentenaires. Tu sais, on voit un Ben Arfa qui revient à Lille, on voit Gaëtan Bong qui pourrait être ciblé par le CF Montréal. Tu sais, et peu importe, hein, entre CF Montréal et Lille, on parle du champion de France en titre versus un club de MLS. Donc, c'est vraiment tout un mindset qui a changé. Et aujourd'hui, alors qu'il y a à peine 7, 8, 10 ans, passé 30 ans, on ne te regardait plus. Et aujourd'hui, c'est presque ce qu'on va venir chercher. Ouais, non, je suis Donc, d'accord. je trouve ça hyper intéressant. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une ligne conductrice, une ligne directrice de performance, que par exemple l'exemple d'Habib. Mais je pense aussi qu'il y a comme une modulation par rapport au niveau du club, l'exigence du club et l'entraîneur. Certainement, oui. Guardiola, il va te dégager en 2 secondes si ça marche pas, quoi. Même si c'était hyper performant, mais c'était pas hyper performant par rapport à ses standards qui sont un peu foufou. C'est un autre truc. Klopp, Mais ceci étant dit, tu vois, c'est bien ce que tu dis parce que ceci étant dit, Guardiola, il a jamais été chercher un trentenaire pour l'instant. il en garde,
Il en Mais garde, il en mais garde, il va il a jamais jamais été jusqu'au chercher ce trentenaire. et Tu vois? Donc, c'est vrai, je pense tu que tu as raison. non, Non, j'avais ouais, non, regardé j'en reviens, ouais, je j'ai te crois, je regardé te un petit peu les transferts, c'est du Benjamin Mendy, c'est du Ruben Dias, c'est du 24-25 ans. C'est des hauts potentiels, mais Jack jamais, Grealish, voilà, Mahrez, jamais il s'est dit: «Tiens», je sais pas, n'importe qui, hein, Diego Costa, tu sais, je te dis ouais, des noms, n'importe quoi là, Suarez, tu sais? Lewandowski, il va pas le prendre. Voilà, Par tu exemple sais? Et Lewandowski, il ouais, a ouais. jamais été faire ça. Parce que peut-être que c'est pas dans son mindset. Peut-être que lui, il est toujours en formation, Mmh. en développement. Donc, enfin, moi, Ouais, c'est vrai. je trouve ça intéressant. Voilà, c'est pour ça que je voulais amener Et ce sujet. tu as ce côté émotionnel, genre, du moins qui est perçu, là, tu vois que Klopp, il a l'air d'être plus chaleureux que d'autres coachs. Tu dis: «Ah, lui, il aime bien ces gars», alors que peut-être une vraie garce, là, puis il chie sur tout le monde dans les vestiaires, je le doute, là, mais tu sais, tu te dis: «Ouais, je me demande Non, mais cette c'est relation, regarde, l'émotionnel et puis l'humanisme par rapport à tes propres ah, gars, là». et regarde le PSG versus alors il y a aussi une portion marketing, bien entendu, Ouais, mais ils vont chercher Keylor Navas qui en a 33 ou 34 quand il arrive. Ils vont chercher Sergio Ramos qui en a 35. Ils font ces achats. Alors oui, c'est des achats où c'est des joueurs libres, c'est des achats marketing, certainement. Mais je sais pas. Et pourtant, là, on parle de clubs incroyables, tu vois. Pareil, le Bayern garde ses joueurs, longue durée, ouais. mais j'ai pas souvenir qui font le pari d'un trentenaire. J'ai pas le souvenir. Non, c'est un bon point. Parce que j'avoue que quand tu as dit par rapport à l'importance du vestiaire, de l'exemple d'Habibé, j'avoue qu'avoir un vestiaire, puis une culture que tu veux établir, parce que tu peux tout le temps prendre un vieux, peut dire, bah, peut-être il va dans mon staff après, peut-être il va dans le staff du club. Je Tu sais sais, pas, un ouais, club peut possible. construire une sorte de Bien base pour sûr, dire, je veux bien sûr. des gens qui ont des certains standards, tu sais, comme, je pensais pas, il y a Yaya Touré, pas Kolo Touré, je pense il est dans le staff de Leicester, je pense, avec Oui, Brendan exact, Rodgers. exact. Peut-être lui, je pense qu'il a connu Brendan Rodgers à Celtic, ou en tout cas en Écosse, je pense qu'il a Oui, oui, connu il y a un côté ambassadeur aussi, certainement. exactement. Donc il se dit: «Ouais, mais tu ramènes des gens qui ont un sorte de standing, une expérience et cetera, donc tu veux les garder dans le club», tu sais, il y a plein de joueurs qui restent dans des clubs que tu oublies qu'ils sont dans le staff alors que qui sont là pour apporter quelque chose, que ce soit des gens du club qui sont là depuis tout le temps, des joueurs ou des joueurs d'autres clubs qui viennent pour travailler puis Non, mais ils c'est ça, restent là mais quoi. comme tu parles de culture, effectivement, par exemple, aujourd'hui, ça nous semblerait bizarre que Arsenal, par exemple, fasse venir un trentenaire. Parce que c'est pas dans le Ouais, truc. ouais, Tu sais, ça serait tu sais, tu dis: «Ah OK, intéressant», mais ça change parce que là, ils ont parié sur Ramsdale, sur Holding, sur White, sur sur Odegaard, Partey, Odegaard, Tierney là qui est, ouais. et donc, tu sais, tu te dis: «Ah OK, OK». Non, c'est intéressant, excusez-moi. Papy Fanny. Ouf. Bon. Bon, Voilà. on a fait les 2h02, 37 minutes. Merci, Julien pour ton excellent topo. Je pense qu'on va en parler régulièrement. Ce qui est bien, c'est que quand il y a pas de match au Canafé, on parle des sujets méta, mais aussi concrets dans le concret. Donc, c'était super, Julien. J'apprécie souvent quand tu fais tes Merci. dossiers comme ça. C'était bien le fun. Je pense que ça conclut l'émission officiellement. Donc, je vais à un autre sujet, mais on peut en parler une autre fois. Je pense que c'est pas nécessairement si important que ça. Hem, c'est important ça pour tout de suite. Donc, merci encore tous d'être là. Newton Seed, Julien, merci d'avoir été avec moi en direct, exclusivement pour nos Patreon sur patreon.com/BigCamFootballClub. Pour nos Patreon en ce moment, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. Merci d'avoir laissé des commentaires. Si vous nous écoutez plus tard, Patreon ou pas, likez la vidéo, abonnez-vous au Can Football Club sur YouTube, réseaux sociaux Can Football Club, le site où on a du contenu canfootballclub.com. Et puis voilà quoi. Merci encore une fois, puis à la prochaine. Ciao tout Merci le monde. beaucoup.